Dans le monde impitoyable de l'élite criminelle de Chicago, le pouvoir d'un patron ne se mesure pas au nombre d'hommes qu'il commande, ni à la quantité de sang qu'il a versé. Il se mesure à l'héritage, à la lignée, à l'héritier qui portera son empire quand les balles finiront par le rattraper. Si vous ne pouvez pas produire d'héritier, vous n'êtes pas un roi, vous êtes un remplaçant. Un mort en sursis. Conrad Valetti l'a appris à ses dépens. C'était il y a 3 ans quand son propre médecin, l'homme à qui il avait confié sa vie pendant plus d'une décennie, l'a fait asseoir dans un bureau froid et stérile. Il lui a livré le verdict qui allait ébranler la famille criminelle la plus redoutée du Midwest. Le poison que les ennemis de Conrad avaient glissé dans son verre lors d'un prétendu sommet de paix ne l'avait pas seulement presque tué. Il avait détruit quelque chose de bien plus profond. Il était stérile de façon permanente. C'était fini, terminé. Un homme qui contrôlait un empire d'1 milliard de dollars, fait d'immobilier, de casinos et d'ombre, était réduit à une impasse biologique. Dans son monde, ce simple mot « stérile » était plus dangereux que la balle de n'importe quel rival, car il signifiait que les loups pouvaient sentir la faiblesse. Et il tournait déjà en rond. Les chuchotements ont commencé dans les arrière-salles et les clubs privés de la ville. Le trône de Conrad Valetti a une date d'expiration. Et chaque sous-chef ambitieux avec un pistolet chargé a commencé à prendre des mesures. Mais le destin ne se soucie pas du diagnostic d'un homme empoisonné. Et la destinée a un sens de l'humour bien sombre dans les rues de Chicago. Voici Reese Calloway, âgée de 27 ans. Elle survit à peine grâce à des services doubles et du café froid à Serafina. C'est le restaurant italien haut de gamme que la famille de Conrad possédait secrètement à Gold Coast. Elle en était l'idée que personne ne se faisait d'une reine. Elle était noyée sous 280 000 $ de dettes médicales laissées par sa mère décédée. Elle portait des chaussures si usées que les semelles étaient devenues aussi fines que du papier. Elle endurait chaque soir l'humiliation de clients fortunés qui la traitaient comme un meuble avec un pouls. Son ex-petit ami, un banquier d'investissement élégant nommé Grant Hartwell, l'avait quittée dès qu'il avait découvert la dette attachée à son nom. Il l'a traitée de marchandise endommagée en face et il est parti sans se retourner. Pour tous ceux qui comptaient, l'histoire de Reese Calloway était censée se terminer dans un épuisement silencieux et invisible. Un autre visage broyé par une ville qui ne s'arrête pour personne. Mais voici ce sur quoi aucun d'entre eux n'avait compté le soir où Conrad Valetti est entré à Serafina. Il n'a pas vu de marchandises endommagées. Il a vu une femme debout sur ses 2 pieds usée dans une pièce pleine de prédateurs. Elle absorbait coup après coup sans broncher. Elle gardait le menton haut comme si c'était la dernière chose qu'elle possédait. Et elle mourrait avant de laisser quiconque le lui prendre. Il n'avait pas besoin d'une femme trophée qui s'effondrerait la première fois qu'un rival poserait un pistolet sur la table du dîner. Il avait besoin d'une survivante. Quelqu'un à qui le monde avait déjà jeté le pire de ce qu'il avait, sans réussir à la détruire. C'est l'histoire captivante et inédite d'un chef de la mafia que le monde disait fini, et de la serveuse fauchée qui leur a prouvé qu'ils avaient tous catastrophiquement tort. Une histoire de pouvoir, de trahison, d'amour impossible, et d'un miracle qui a réécrit le destin de la famille la plus dangereuse de Chicago. Si cette histoire vous touche, appuyez sur le bouton « J'aime ». Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Maintenant, retournons dans les rues froides et scintillantes de Chicago. Là où Conrad Valetti a franchi pour la première fois les portes de Serafina et a creusé le regard de la femme qui allait tout changer. Conrad Valetti s'est assis à la table VIP dans le coin le plus reculé de Serafina. L'éclairage y était le plus faible et le vieux mur de briques formait une petite forteresse coupée du reste du restaurant. Ces 2 gardes du corps se tenaient près de la porte. Assez près pour réagir, assez loin pour que personne ne puisse entendre un seul mot du patron. Il n'a pas regardé le menu. Il n'en avait pas besoin, car ce restaurant appartenait à sa famille. Même si sur le papier, il était détenu par une société à responsabilité limitée, enregistrée dans le Delaware, derrière 3 couches de protection juridique. Ses yeux gris-bleus étaient fixés sur la serveuse qui venait d'être mise en pièces par un groupe de femmes de la haute société, et qui avait quand même posé les assiettes sans que ses mains ne tremblent d'1 millimètre. Reese Calloway s'est approché de la table VIP avec un petit calepin à la main. Le dos droit, les yeux légèrement rouges, mais la voix parfaitement stable. « Bonsoir, monsieur. Que désirez-vous commander? » Conrad n'a pas répondu à cette question.
Au lieu de cela, il a penché la tête, l'a regardé droit dans les yeux avec le genre de regard qui ferait détourner les yeux de la plupart des hommes de Chicago, et il a demandé quelque chose qui n'avait absolument rien à voir avec le menu. C'est vous qui serviez la table sept, a dit Conrad. Sa voix était basse et lente. Ce n'était pas une question, mais une confirmation. La table sept était la table de Vera Ashton. Reese a resserré sa prise sur le calepin. Les os de ses doigts sont devenus blancs sous sa peau. Elle savait qui était l'homme assis en face d'elle. Chaque employé de Serafina le savait. On leur avait dit dès le premier jour que si Conrad Valetti entrait, il devait servir rapidement, servir en silence, et ne jamais le regarder dans les yeux plus de 3 secondes. Reese l'a regardé droit dans les yeux et n'a pas compté une seule seconde. Oui, monsieur. Je servais la table sept, et si vous voulez savoir si j'ai pleuré, la réponse est non. Je n'ai pas le temps pour ça. Mon service se termine à 23 heures et j'ai encore 14 tables à débarrasser avant que la cuisine ne ferme. Alors, que désirez-vous commander? Ou dois-je passer à une autre table pour vous? Un très court silence a pesé entre eux. Dans ce silence, Conrad Valetti n'a pas vu une pauvre serveuse essayant de jouer les durs. Il a vu la chose qu'il cherchait depuis 3 ans sans savoir qu'il la cherchait. Quelqu'un qui n'avait pas peur de lui. Pas parce qu'elle était stupide, pas parce qu'elle était imprudente, mais parce qu'elle avait déjà enduré des choses bien pires qu'un chef de la mafia assis dans le coin sombre d'un restaurant italien. Un double expresso, a dit Conrad, et quelque chose d'autre est passé au coin de sa bouche. Pas tout à fait un sourire, plutôt une reconnaissance silencieuse. Il venait de se faire répondre par une fille en chaussures usées qui n'avait même pas scellé. Reese a hoché la tête, s'est détournée et n'a pas regardé en arrière. Elle ne savait pas que ses yeux gris-bleus l'avaient suivie de la table VIP jusqu'au bar. L'avaient suivie alors qu'elle empilait des verres sur un plateau. L'avaient suivie alors qu'elle se tenait seule dans le coin de la cuisine. Elle a saisi le bord de son tablier avec ses 2 mains tremblantes pendant exactement 3 secondes, avant de prendre une longue inspiration et de retourner travailler. 3 secondes? C'était toute la faiblesse qu'elle s'autorisait. Conrad a vu chacune de ces 3 secondes, et il a vu la façon dont elle s'est redressée après. Il a quitté Serafina à 22h45 ce soir-là. Il n'a laissé aucun pourboire sur la table. Mais il a placé 3 billets de 100 $ sous la soucoupe de l'expresso, soigneusement pliés, sans ostentation, sans aucun mot d'accompagnement. Dans la voiture, il a sorti son téléphone et a appelé la seule personne en qui il avait confiance en dehors de sa famille. « J'ai besoin de tout savoir sur quelqu'un », a-t-il dit au téléphone. Sa voix ne montrait aucune émotion au-delà de la précision froide d'un homme habitué à donner des ordres. Reese Calloway, serveuse à Serafina, 27 ans. Je veux savoir à qui elle doit de l'argent, combien elle le doit, où elle vit, où elle a étudié. Si elle a un casier judiciaire, si quelqu'un la soutient. Je veux ça sur mon bureau avant 7 heures demain matin. À 3 heures du matin, le dossier était déjà sur le bureau de Conrad dans son manoir de Lincoln Park. Il n'a pas dormi. Il s'est assis dans son bureau sombre avec pour seule lumière celle d'une lampe de bureau. Il tournait chaque page avec la concentration qu'il réservait habituellement aux contrats valant des millions de dollars. Reese Calloway, née à Rockford, dans l'Illinois. Son père est mort quand elle avait 11 ans dans un accident industriel dans une aciérie, sans assurance et sans compensation. Sa mère l'a élevée seule, cumulant 2 emplois pendant 13 ans jusqu'à ce qu'on lui diagnostique un cancer du pancréas de stade 3. Reese était en 2e année d'études de comptabilité et de finances à l'Université DePaul quand elle a dû quitter l'école pour s'occuper de sa mère. Sa mère est morte il y a 2 ans, laissant derrière elle 280 000 $ de dettes d'hôpital au nom de Reese en tant que garante. Aucun casier judiciaire, aucune infraction antérieure, aucun lien avec une quelconque organisation. Personne derrière elle. Elle était complètement, absolument seule. Conrad a fermé le dossier. Il est resté immobile dans l'obscurité pendant un long moment. Son doigt tapotait légèrement le bureau en chaîne à un rythme régulier, comme le son d'une horloge qui égrène le temps. Dans son esprit, les pièces se mettaient en place avec la précision impitoyable d'un homme habitué à calculer chaque mouvement avec 3 coupes d'avance. Elle est clean, elle est solide, elle n'a rien à perdre et elle n'a pas peur de moi. Et 6 heures du matin, alors que le ciel de Chicago était encore lourd et gris et que la brume montait de la surface du lac Michigan,
Conrad Valetti était déjà habillé en costume. Il était déjà assis dans la voiture et avait déjà ordonné au chauffeur de se diriger directement vers Serafina. Il avait une offre à faire, et il n'était pas homme à faire 2 fois la même offre. À 6h15 du matin, Serafina était un monde complètement différent de ce qu'il devenait la nuit. Il n'y avait pas de bougies, pas de verres qui teintent, pas d'odeur de parfum cher des femmes de la haute société de Gold Coast. Il n'y avait que l'odeur des produits de nettoyage, la lueur blanche et crue des néons, et Reese Calloway, seul, en train d'essuyer chaque table avec un chiffon qui avait été lavé si souvent qu'il était devenu aussi fin qu'un tissu de rideau. Elle arrivait 45 minutes avant son service chaque jour. Le directeur la payait 50 $ de plus par semaine pour nettoyer avant l'ouverture. Et ces 50 $ faisaient la différence entre manger 2 repas par jour et n'en manger qu'un. Elle a entendu le bruit de la porte arrière qui se déverrouillait avant de voir qui que ce soit. Ce n'était pas un bruit normal. Le personnel de cuisine n'arrivait pas avant 7 heures. Le directeur n'arrivait pas avant 8 heures. La seule personne en dehors du personnel qui avait une clé de la porte arrière était le propriétaire. Et le vrai propriétaire de Serafina n'était jamais entré par la porte de devant d'un lieu de sa vie. Conrad Valetti est entré par le couloir de la cuisine, seul, sans garde du corps. Il portait un pardessus noir qui lui arrivait aux genoux. En dessous, une chemise blanche sans cravate, le col juste assez ouvert pour révéler la ligne de sa clavicule et le bord d'une vieille cicatrice descendant de son épaule gauche. Il avait l'air d'un homme qui venait de se réveiller, mais aussi d'un homme qui n'avait pas dormi. Et ses yeux gris-bleus portaient toujours la même lumière froide et vive que Reese avait vue la nuit précédente. Reese est restée immobile, le chiffon humide toujours à la main, mais elle n'a pas reculé. « Le restaurant n'est pas encore ouvert », a-t-elle dit, d'une voix neutre. « La cuisine ne fonctionne pas. Si vous avez besoin d'un double expresso, je peux en faire un, mais la machine a besoin de 20 minutes pour chauffer. » Conrad ne s'est pas assis. Il s'est tenu à environ 3 pas d'elle, les 2 mains dans les poches de son manteau. Il la regardait droit dans les yeux avec le regard d'un homme sur le point de dire quelque chose qu'il n'avait pas l'habitude de dire 2 fois. « Je ne suis pas venu pour un café, mademoiselle Calloway. Je suis venu avec une offre, et je ne suis pas un homme doué pour tourner autour du pot, alors je vais parler franchement. » Reese a posé le chiffon sur la table la plus proche, lentement, sans le quitter des yeux. « Je vous écoute. » Conrad a commencé à parler, et il a parlé comme il donnait des ordres. Bref, exact, pas un mot de trop. Il a expliqué qu'il y avait un conseil composé des familles les plus puissantes de Chicago et du Midwest. Que le conseil était manipulé par un homme nommé Anton Zirkov, un patron d'origine russe qui voulait avaler tout le territoire de Valetti. Que Zirkov utilisait une seule raison pour forcer Conrad à quitter son siège. Il n'avait pas d'héritier. Il avait 12 mois. Si dans les 12 mois, il ne pouvait pas prouver que la famille Valetti avait encore un avenir, le Conseil voterait une motion de défiance, et tout ce qu'il avait construit serait démantelé pièce par pièce. « J'ai besoin d'une femme », a dit Conrad. « Pas d'amour, pas de romance. J'ai besoin d'une partenaire assez forte pour se tenir à mes côtés devant des hommes qui veulent ma mort, et assez intelligente pour ne pas se faire avaler par eux. Un mariage sur le papier. Vous emménagez dans ma propriété et jouez le rôle de ma femme devant le conseil. En retour, j'efface la totalité de votre dette de 280 000 $. Entièrement. Fini les appels de recouvrement. Fini les intérêts sur les intérêts. Fini la spirale qui vous broie chaque jour. » Reese n'a rien dit pendant 10 secondes. Ces 10 secondes ont duré plus longtemps que n'importe quelle négociation à laquelle Conrad avait jamais participé. Puis elle a parlé, sa voix stable, mais chaque mot pesé avec un soin extrême. « Vous êtes le chef de la mafia le plus puissant de Chicago. Vous pourriez acheter n'importe quelle femme de cette ville. Pourquoi moi, une serveuse noyée sous les dettes? » Conrad a répondu sans hésitation. « Parce que je me suis assis dans ce restaurant hier soir et je vous ai regardé endurer 20 minutes de démolition en règle, sans vous effondrer. Une femme qui peut se tenir dans ce genre de feu et rester debout, c'est le genre d'acier que l'argent ne peut pas acheter. Mais je vais aussi vous dire une autre vérité. Car si vous acceptez sans savoir cela, alors l'accord n'a aucune valeur. » Il a fait une pause, sa mâchoire se crispant, la légère cicatrice le long de son côté gauche tressaillant légèrement. C'était la première fois en 3 ans qu'il disait cela à quelqu'un en dehors de sa famille. « Je ne peux pas avoir d'enfant. Il y a 3 ans, mes ennemis m'ont empoisonné.
Le poison a détruit ma fertilité de façon permanente. Les médecins l'ont confirmé. C'est un faux mariage avec un homme que le monde criminel appelle une impasse. Vous devez savoir cela avant de répondre. Reese l'a regardé pendant un long moment. Ce n'était pas un regard de pitié. Ce n'était pas un regard de peur. C'était le regard de quelqu'un qui s'était habitué à être traité de marchandise endommagée par le monde et qui se tenait maintenant devant un homme que le monde avait marqué du même sceau. Et si j'accepte, a dit Reese lentement, votre monde devient le mien. Vous savez ce qu'est ce monde, a dit Conrad avec un hochement de tête. Je ne promets pas la sécurité, car ce serait un mensonge. Je promets le respect et je promets que personne dans mon monde ne vous traitera de marchandises endommagées. C'est plus que ce que quiconque vous a jamais donné. Reese a ouvert la bouche pour parler, mais ses yeux ont été attirés par quelque chose au-delà des portes vitrées de Serafina. Sur le trottoir de Gold Coast, à la lumière d'un matin d'automne de Chicago, Grant Hartwell passait avec sa nouvelle femme. Elle était jeune, blonde, portait un manteau en cachemire, une bague en diamant étincelante à la main, son ventre légèrement arrondi sous le tissu. Grant souriait, le sourire facile d'un homme dont la vie ne lui avait jamais envoyé une facture d'hôpital de 280 000 $. Il est passé devant le restaurant sans même regarder à l'intérieur. Il n'a pas regardé parce que Reese Calloway n'existait plus dans son monde. Elle avait été effacée du portefeuille. Reese s'est retourné vers Conrad. Ses yeux étaient secs, sa mâchoire était serrée, et dans sa voix, il n'y avait ni désespoir, ni imprudence. Seulement le calme froid d'une personne qui venait de voir avec une clarté parfaite à quoi ressemblerait sa vie si elle disait non. Et qui avait décidé qu'elle préférait marcher en enfer plutôt que de rester immobile et de mourir oubliée. Quand est-ce qu'on commence, a-t-elle dit. Conrad la regarda une seconde de plus, comme pour confirmer une dernière fois qu'il n'avait pas choisi la mauvaise femme. Il ne s'était pas trompé. Cet après-midi, 14 heures, à la mairie de Chicago, je ferai en sorte que quelqu'un vienne vous chercher à 13 heures. Apportez votre pièce d'identité. À part ça, vous n'avez rien besoin d'apporter. Il s'est tourné et s'est dirigé vers la porte arrière, mais s'est arrêté au seuil de la cuisine sans se retourner. Et Mademoiselle Calloway, ces 3 billets de 100 $ hier soir n'étaient pas un pourboire. C'était la dernière fois que quelqu'un vous paierait pour servir des tables. Il a disparu par la porte. Reese est resté seul dans le restaurant vide, les 2 mains agrippant le bord de la table en chaîne, sa poitrine se soulevant et s'abaissant. Elle n'a pas pleuré, elle n'a pas souri. Elle est simplement restée très immobile pendant 3 secondes, exactement 3 secondes. Puis elle a lâché prise, a plié soigneusement le chiffon de nettoyage et l'a posé sur le bord. Elle a dénoué son tablier, l'a accroché au crochet à côté de la porte de la cuisine et est sortie de Serafina pour la dernière fois de sa vie. Le mariage a eu lieu à 14 heures de l'après-midi à la mairie de Chicago, au 5e étage, dans la salle 12. Une petite pièce au plafond bas qui sentait le vieux papier et la cire. Il n'y avait ni fleurs, ni musique, ni invité à l'exception de 2 hommes. Le juge Raymond Kessler, un homme aux cheveux d'argent dont le front perlait de sueur pendant toute la cérémonie. Car il savait exactement qui se tenait devant lui, et il devait à cet homme au moins 3 faveurs impayées. Et Félix Valetti, le frère cadet de Conrad, âgé de 28 ans, debout contre le mur du fond, les bras croisés sur la poitrine, et un visage aussi froid que la surface du lac Michigan en janvier. Reese est arrivé dans une voiture noire envoyée par Conrad à son studio délabré du South Side à 13 heures de l'après-midi, exactement comme promis. Elle portait la seule robe qu'elle possédait, qui n'était pas un uniforme de serveuse. Une robe gris pâle qu'elle avait achetée dans une friperie Goodwill 3 ans plus tôt pour 12 $, et les ballerines noires usées qu'elle portait depuis 2 ans. Elle n'a pas essayé de se faire belle, elle n'en avait pas besoin. Ce n'était pas un mariage, ou c'était un contrat. Et Reese Calloway avait signé assez de contrats dans sa vie. Des contrats de garantie de dette, des accords de prêt à taux d'intérêt élevés, des baux d'appartements avec des clauses de pénalité qu'elle savait qu'elle violerait. Ce n'était qu'une signature de plus. La cérémonie a duré moins de 7 minutes. Le juge Kessler a lu les vœux d'une voix qui tremblait légèrement. Ses yeux se tournaient sans cesse vers Conrad, comme pour lui demander la permission de respirer. Conrad a prononcé 2 mots quand on lui a demandé « Je le veux ». Sa voix était neutre et sans émotion, comme s'il approuvait un contrat immobilier. Reese a dit les 2 mêmes mots « Je le veux ».
Sa voix était tout aussi neutre. Elle n'a pas tremblé. Elle n'a pas hésité. Elle a signé le registre de mariage d'une écriture claire, a posé le stylo et n'a pas regardé la page. Félix n'a pas dit un seul mot pendant la cérémonie. Mais ses yeux gris, de la même teinte que ceux de son frère, mais plus vifs, plus jeunes, et remplis de quelque chose entre le mépris et la suspicion, n'ont pas quitté Reese une seule seconde. Il la regardait comme un homme étudie une nouvelle pièce placée sur l'échiquier quand il ne comprend pas encore le coup. La voiture les a conduits directement à la propriété des Valety à Lincoln Park. Reese n'a apporté aucun bagage, car elle n'avait aucun bagage qui valait la peine d'être apporté. Toute sa vie dans le South Side tenait dans une petite valise en tissu que les hommes de Conrad avaient déjà récupérée et déplacée à la propriété 2 heures plus tôt, de la même manière que les gens nettoient une scène après que tout soit terminé. La propriété était un manoir de 3 étages en pierre calcaire grise construit dans les années 20. Il se dressait dans une rue calme à 2 pâtés de maisons du lac Michigan. De l'extérieur, il ressemblait à un musée, beau, imposant et complètement sans aucun signe de vie. À l'intérieur, c'était la même chose. Le hall principal s'élevait sous un plafond voûté et un lustre en cristal. Mais l'air était froid et immobile, comme à l'intérieur d'une église abandonnée. Le sol en marbre était poli au point de refléter la lumière, mais il n'y avait pas une seule empreinte de pas. Pas une seule paire de pantoufles jetées de côté, pas un seul manteau accroché de travers à un crochet. C'était une maison valant des millions de dollars où personne ne vivait vraiment. Il ne faisait qu'exister. Margaret Byrne, la gouvernante, 55 ans, les cheveux argentés en un chignon soigné, le visage sévère mais les yeux chaleureux, a été la première personne à accueillir Reese à la porte. Elle a pris la main de Reese dans les siennes et a dit très doucement « Bienvenue à la maison ». Et Reese a eu l'étrange sentiment que la femme le pensait vraiment, au lieu de réciter une phrase. Paige Valety est apparue la première parmi les 4 plus jeunes membres de la maisonnée. Elle avait 24 ans, des cheveux bruns foncés comme son frère, portait une robe de maison et des perles. Une étrange combinaison entre le désir de paraître convenable et une profonde lassitude. Elle a regardé Reese avec une expression que Reese a reconnue instantanément, car elle l'avait vue dans le miroir chaque matin pendant les 2 ans où elle s'était occupée de sa mère mourante. Le regard de quelqu'un qui porte quelque chose de bien trop lourd pour son âge et qui prie pour que quelqu'un vienne l'aider à le tenir. « Bonjour », a dit Paige, sa voix polie, mais avec une petite fissure à la fin, comme si elle voulait dire beaucoup plus mais n'osait pas encore. Tommy n'est pas apparu. Conrad a montré les escaliers menant au 3e étage et a dit sèchement « Tommy est là-haut, dans la salle d'art. Il ne sort pas beaucoup. » Reese n'a rien demandé de plus, mais elle s'en est souvenue. Les jumeaux, Nina et Noah, 16 ans, la nièce et le neveu de Conrad, les enfants de son frère aîné qui avait été tué 5 ans plus tôt, sont sortis de la salle de jeu avec l'attitude de 2 jeunes panthères étudiant une nouvelle proie. Nina a regardé Reese de haut en bas et a dit assez fort pour que tout le monde dans la pièce l'entende. « Belles chaussures. Où les as-tu trouvées? Au magasin à $1? » Noah a laissé échapper un rire moqueur à côté d'elle. Reese a baissé les yeux sur ses chaussures usées, puis a regardé Nina et a répondu d'une voix parfaitement normale, ni en colère, ni blessée. « Oui, et elle a emmené plus loin que n'importe quel père à $1000 dans ton placard ne l'a jamais fait. » Nina a cligné des yeux, prise au dépourvu. Et pour la première fois ce jour-là, Reese a vu Conrad pencher très légèrement la tête, comme pour cacher quelque chose au coin de sa bouche. Le premier soir, après que Conrad se soit retiré dans son bureau au 1er étage et que le reste de la maison soit tombé dans le silence, Reese marchait dans le couloir du 2e étage vers la chambre qui lui avait été assignée. C'est alors qu'une silhouette est apparue dans la cage d'escalier et lui a bloqué le passage. Félix Valety se tenait là, une épaule contre le mur, les 2 mains dans les poches de son pantalon, son visage à moitié éclairé et à moitié dans l'ombre sous la lumière du couloir. Il n'a pas parlé tout de suite. Il est juste resté là à la regarder avec ses yeux froids, laissant le silence faire son travail. Et Reese a compris que dans ce monde, le silence était aussi une forme d'arme. « Écoutez attentivement », a dit Félix, sa voix basse et lente. « Je ne sais pas ce que mon frère voit en vous. Je n'ai pas besoin de le savoir. Mais j'ai vu une douzaine de personnes entrer dans cette maison avec toutes sortes de promesses, et chacune d'entre elles est partie. Vous êtes un contrat, de l'encre sur du papier.
Ne confondez pas cela avec la famille. Reese est restée immobile et n'a pas reculé, même si Felix avait presque une tête de plus qu'elle et que tout son corps dégageait l'énergie dangereuse d'un homme habitué à résoudre les problèmes par la violence. Elle l'a regardé droit dans les yeux, et quand elle a parlé, sa voix n'a pas tremblé, ne l'a pas défié. Elle ne contenait que le calme plat et d'acier d'une femme qui avait été traitée de marchandise endommagée assez de fois pour ne plus craindre aucun nom. Je ne confonds rien, Félix. Je sais exactement ce que je suis dans cette maison. Mais j'ai signé ce papier et je ne suis pas le genre de personne qui abandonne à mi-chemin. Vous pouvez me détester. Vous pouvez me surveiller. Vous pouvez me tester avec tout ce que vous voulez, mais je serai toujours là demain matin, et le matin d'après, et le matin d'après aussi. Elle laisse passer devant lui, son épaule frôlant presque la sienne, et est allée directement dans la chambre. Elle a fermé la porte, a appuyé son dos contre le bois de chêne glacial, et pour la première fois depuis ce matin-là, ses mains ont tremblé. Mais elle n'a pas pleuré. Elle n'avait plus de larmes bien avant d'entrer dans cette maison. Le premier matin après la confrontation avec Felix dans l'escalier, Reese s'est réveillée à 5 heures dans une chambre plus grande que tout son ancien studio du South Side. Elle est restée immobile sur le lit à regarder le haut plafond pendant 30 secondes. Puis elle s'est levée et a commencé à faire la seule chose qu'elle savait faire quand tout autour d'elle s'effondrait. Elle a commencé à mettre de l'ordre. Pas nettoyer dans le sens de frotter les sols ou de passer l'aspirateur, car la propriété des Valeti avait déjà Margaret Byrne et 2 femmes de chambre pour s'en occuper. Reese a nettoyé dans un sens plus profond. Elle a mis de l'ordre dans le fonctionnement de cette maison. Le deuxième jour, elle est passée par la cuisine à 6 heures du matin et a trouvé le réfrigérateur industriel rempli de boîtes de repas préparées d'un service de livraison haut de gamme. Chacune étiquetée avec un nom. Conrad, Felix, Paige, Tommy, Nina, Noah. Chaque personne avec un menu séparé. Chaque personne mangeant seule dans une pièce séparée à une heure séparée. 6 personnes vivant dans la même maison et ne s'asseyant jamais à la même table. Reese a ouvert la poubelle et y a jeté toutes les boîtes de repas emballées. Margaret Byrne se tenait dans l'embrasure de la porte de la cuisine, regardant, ne disant rien, mais le coin de sa bouche s'est soulevé pour la première fois depuis très longtemps. Pendant cette première semaine, en dégageant une lourde caisse de vieux bocaux en verre au fond du garde-manger, l'un d'eux s'était brisé contre le sol en pierre. Un éclat tranchant avait profondément entaillé la voûte de son pied gauche. Mais Reese, habitué à endurer la douleur en silence, avait simplement nettoyé le sang, l'avait enveloppé dans un bandage de fortune et n'avait jamais dit un mot à personne. Ce soir-là, Reese a préparé le dîner. Pas un plat italien élaboré, pas un menu de restaurant. Elle a cuisiné ce que sa mère avait l'habitude de faire chaque dimanche soir à Rockford. Du poulet rôti avec de la purée de pommes de terre et une sauce simple. Le genre de nourriture dont l'odeur se répand dans une maison et attire les gens hors de leur chambre par instinct plutôt que par invitation. Elle a mis la longue table de la salle à manger principale. Et pour la première fois depuis que la mère de la famille Avaletti avait été abattue 4 ans plus tôt, cette table était dressée pour plus d'une personne. Elle n'a ordonné à personne de venir. Elle a simplement cuisiné, mis la table et s'est assise. Paige a été la première à apparaître. Elle est restée dans l'embrasure de la porte de la salle à manger pendant près de 2 minutes. Elle regardait la table qui avait été préparée, regardait Reese assise là, seule, puis est entrée et s'est assise sans un mot. Nina et Noah sont venus parce qu'ils avaient une faim, pas parce qu'ils étaient polis, mais ils sont venus. Et ils se sont assis et ils ont mangé. Et pour la première fois dans cette salle à manger, il y a eu le son de plusieurs fourchettes et cuillères frappant les assiettes en même temps. Tommy n'est pas descendu. Conrad n'est pas descendu. Félix est passé devant la porte de la salle à manger, a jeté un coup d'œil à la table, puis a continué à marcher sans rien dire. Mais Reese a remarqué que ses pas avaient ralenti pendant exactement 2 temps avant qu'ils ne disparaissent. Le 3e jour, le 4e, le 5e, Reese a cuisiné à l'heure, a mis la table de la même manière, s'est assise à la même place. Elle n'a forcé personne, elle a simplement créé un espace chaleureux et a attendu de voir qui y entrerait. Paige y est entrée la première et la plus profondément. Le 4e jour, elle ne se contentait pas de s'asseoir pour manger. Elle venait dans la cuisine tôt, se tenant à côté de Reese les 2 mains jointes, et demandait d'une voix si petite qu'elle semblait avoir peur d'être refusée.
Pouvez-vous m'apprendre à faire cette sauce? Reese lui a tendu la cuillère en bois et a dit très peu de choses au-delà de regarde ça, remue lentement, ne te presse pas. Et dans le calme chaleureux d'une cuisine parfumée au beurre, à l'ail et au basilic, Paige a commencé à parler. Pas de grandes choses, juste de petits morceaux brisés, des fragments épars tombant du mur qu'elle avait construit autour d'elle au cours des 4 dernières années. Ma mère aimait cuisiner. L'odeur de la cuisine de l'époque me manque. Depuis sa mort, personne n'a plus utilisé cette cuisine. Reese ne l'a pas serrée dans ses bras, n'a pas dit « je comprends ». Elle s'est simplement tenue à côté d'elle, remuant la sauce et a écouté. Parce qu'elle savait que parfois, ce dont une personne a besoin, ce n'est pas de réconfort en parole, seulement de quelqu'un qui se tient assez près pour entendre. Tommy était le mystère le plus silencieux de la maison. Il avait 19 ans, mais se déplaçait comme une ombre, parlant à peine, ne quittant presque jamais la salle d'art au 3e étage. Reese n'a pas frappé à sa porte. Elle ne l'a pas forcé à descendre pour manger. Elle a simplement laissé une portion de nourriture chaude devant sa porte chaque soir, sur le plateau que Margaret Byrne lui avait prêté, avec une serviette soigneusement pliée à côté. Le 5e jour, le plateau devant la chambre de Tommy était vide quand Reese est monté le chercher le lendemain matin. Le 7e jour, elle a trouvé quelque chose à sa place habituelle à la table de la salle à manger. Un petit croquis au crayon de la taille d'une main, une fleur sauvage poussant à travers une fissure dans le trottoir. Il n'y avait ni signature ni mot, mais Reese savait qu'il avait dessiné. Elle a ramassé ce petit dessin, l'a regardé longuement, puis l'a plié soigneusement et l'a glissé dans sa poche, où il laisse rester toute la journée. Le 9e jour, elle a trouvé le 2e dessin, un moineau perché sur un rebord de fenêtre. Le 12e jour, un coucher de soleil sur le lac Michigan. Tommy ne lui parlait toujours pas, mais il parlait d'une autre manière, et Reese entendait chaque mot clairement. Nina et Noah ont mis plus de temps, mais avec beaucoup moins de drame. Reese ne les a pas confrontés, ne les a pas grondés, ne leur a pas fait de la morale. Elle a simplement répondu à chaque raillerie avec un humour calme contre lequel 2 jeunes de 16 ans ne savaient pas se défendre. Quand Noah a caché la seule paire de chaussures qu'elle avait et a ricané derrière la porte, Reese est allé pieds nus dans la cuisine et a cuisiné sans dire un mot. Et ce calme a tellement déstabilisé Noah qu'il a ramené les chaussures avant le dîner, car une farce qui n'obtenait aucune réaction n'était plus amusante. Quand Nina a demandé d'un ton moqueur, « Pourquoi ne t'habilles-tu pas mieux? Tu es de la femme du patron. » Reese a répondu, « Les beaux vêtements ne savent pas rôtir un poulet. » Puis elle a glissé l'assiette avec le pilon croustillant vers Nina, et la fille a mangé chaque bouchée et a oublié qu'elle était censée détester la femme qui l'avait cuisinée. Félix était différent. Félix n'était pas un enfant. Félix était un homme de 28 ans qui avait tué des gens, enterré des gens, vu son frère presque mourir sur le sol d'un hôpital 3 ans plus tôt. Et il s'était juré de ne jamais laisser personne entrer dans ce cercle familial sans prouver qu'il en était digne par le sang. Il n'a pas caché les chaussures de Reese. Il a joué un jeu bien plus dangereux. Il a fait une 2e vérification de ses antécédents par ses propres hommes. Chaque jour, il demandait à Margaret Byrne si Reese avait fouiné dans le bureau de Conrad, si elle avait utilisé le téléphone pour appeler quelqu'un, si elle avait pris contact avec un étranger. Il a commencé à s'asseoir à la table de la salle à manger le 6e jour. Non pas parce que Reese l'avait conquis, mais parce qu'il voulait observer de plus près. Et pendant tout le repas, il la regardait avec les yeux fixes d'un loup, attendant que sa proie révèle une faiblesse. Reese le savait. Elle savait que Félix attendait qu'elle fasse un faux pas, un appel suspect, une question mal placée, un moment de cupidité. Elle n'avait pas peur de ça, car elle n'avait rien à cacher, à part les petits dessins de Tommy qui remplissaient de plus en plus sa poche chaque jour. La 3e semaine, Conrad s'est envolé pour Boston. C'était une négociation territoriale avec une famille alliée de la côte Est. Le genre de réunion qu'il ne pouvait déléguer à personne. Le genre où, s'il n'était pas assis à la tête de la table, le message envoyé à tout le monde criminel serait que Conrad Valletti se cachait dans sa maison. 3 jours, a-t-il dit à Félix avant de monter dans la voiture pour l'aéroport O'Hare. 3 jours, tiens la maison, tiens les gens. Personne ne sort et personne n'entre jusqu'à mon retour. Félix a hoché la tête. Conrad a regardé vers Reese, qui se tenait dans l'embrasure de la porte de la cuisine.
Ses yeux se sont posés sur elle pendant 2 secondes de plus que d'habitude. Puis, il s'est tourné et est monté dans la voiture sans dire au revoir. Car dans son monde, au revoir était un luxe réservé aux gens assez privilégiés pour ne pas penser à la possibilité qu'il pourrait ne pas revenir. Le premier jour s'est déroulé normalement. Reese a cuisiné, Paige a aidé dans la cuisine, Nina et Noah se sont disputés pour une émission de télévision, puis se sont assis pour manger à la même table de toute façon. Tommy a laissé un autre dessin à la place de Reese, cette fois un chat dormant sur un rebord de fenêtre. Félix a patrouillé la propriété toutes les 2 heures, a vérifié les caméras, les gardes à la porte, les serrures des portes et a vérifié Reese d'un regard froid chaque fois qu'elle passait. Sa vieille habitude inchangée. La deuxième nuit, tout s'est effondré. 23h43. Reese était assise à la table de la cuisine sous la seule lumière jaune encore allumée dans la maison. Elle relisait le vieux cahier de comptabilité qu'elle avait apporté du Southside, une habitude qui la détendait comme d'autres lisent des romans. Tous les enfants étaient montés dans leur chambre. Félix était au premier étage dans sa chambre à côté du bureau de Conrad, où il dormait avec un pistolet sous son oreiller car c'était la seule façon qu'il connaissait de dormir. La première chose que Reese a remarqué, c'est le silence. Pas le silence ordinaire de la fin de soirée. C'était un silence différent, plus profond, plus lourd. Le genre de silence qui apparaît quand quelque chose essaye de ne pas faire de bruit. Elle a levé la tête de son cahier. Sur l'écran de la caméra de sécurité montée dans le coin de la cuisine, l'image du portail extérieur était devenue statique. Pas une perte de signal, car si c'était une perte de signal, l'écran serait devenu bleu. L'image tournait toujours, mais elle se répétait. La même vue, la même branche d'arbre se balançant au même rythme, le même garde debout dans la même position, dans la même posture. Quelqu'un avait piraté le système de sécurité et l'avait remplacé par des images enregistrées. Reese n'a pas crié. Elle n'a pas couru. Son cœur battait si vite qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles, mais ses mains ont bougé avant que son esprit n'ait fini de donner l'ordre. Elle a éteint la lumière de la cuisine, a sorti son téléphone et a appelé Félix. Et quand il a répondu une demi-seconde plus tard, elle a dit d'une voix basse et sèche: « La caméra du portail extérieur a été remplacée par une boucle. On est attaqué. Monte à l'étage maintenant. » Félix ne lui a pas demandé de répéter. Il n'en avait pas besoin. Il avait vécu dans ce monde assez longtemps pour savoir que lorsque quelqu'un piratait des caméras de sécurité au milieu de la nuit, les 30 secondes suivantes décideraient de qui vivrait et de qui mourrait. Le bruit des pas de Félix montant les escaliers a frappé le sol en chaîne comme un tonnerre juste au moment où Reese sortait de la cuisine pour entrer dans le hall principal. Et puis le bruit de verre brisé a déchiré le silence. La porte vitrée du salon du premier étage donnant sur le jardin arrière a été brisée de l'extérieur. Le son était fort et violent, pas le son d'une pierre lancée, mais le craquement net et précis d'un outil de brèche professionnel utilisé par des hommes qui avaient déjà fait ça. Reese et Félix se sont rencontrés au pied de l'escalier. Dans la faible lumière des lampes du couloir, Reese a vu le pistolet dans la main de Félix et pour la première fois, ses yeux n'étaient pas froids. Ils brûlaient. « Combien ?» a demandé Félix rapidement. Sa voix était stable, mais sa mâchoire était serrée. « Je ne sais pas encore. Les caméras sont mortes. Impossible de joindre les gardes à l'extérieur du portail. Ça pourrait être 3 ou plus. » Les lumières du salon se sont allumées depuis la direction du jardin arrière. Des pas lourds sur du verre brisé. Ils étaient déjà à l'intérieur de la maison. Reese s'est retournée et a regardé en haut de l'escalier. « Paige !» a-t-elle crié juste assez fort pour que le deuxième étage l'entende, mais pas assez fort pour que les intrus du premier étage puissent localiser sa position. « Verrouille la chambre forte. Emmène Nina et Noah à l'intérieur. Maintenant. N'emporte rien. Vas-y. » Le bruit de Paige sautant du lit, la porte de la chambre des jumeaux s'ouvrant en grand, Nina criant « Qu'est-ce que c'est ?» Paige sifflant « Tais-toi. Suis-moi. Maintenant. » Putain. La chambre forte était au bout du couloir du deuxième étage. Une pièce doublée d'acier que Conrad avait fait construire en emménageant, verrouillée de l'intérieur, assez d'oxygène pour 6 personnes pendant 12 heures. Reese a entendu la porte en acier claquer, a entendu le verrou s'engager. 3 sin sécurité. Il en reste 2. Tommy.
La pensée a traversé l'esprit de Reese comme une balle. Tommy était au troisième étage, la salle d'art au troisième étage. Le garçon de 19 ans dormait avec des écouteurs anti-bruit, car c'était la seule façon pour lui de dormir sans faire de cauchemars sur la nuit où sa mère avait été abattue. Il ne pouvait rien entendre. Il ne savait rien. Reese a regardé Félix. Félix a regardé Reese. Et à ce moment-là, il n'y avait ni hostilité, ni mépris, rien de la guerre froide des 2 dernières semaines. Seulement 2 personnes comptant les têtes et réalisant qu'il en manquait une. Tommy est au troisième étage, a dit Reese. Félix s'est dirigé vers les escaliers. Je monte. Non. Reese a attrapé son bras. Sa voix était si vive et rapide que Félix s'est arrêté. Tu tiens les escaliers. S'ils arrivent au deuxième étage, la seule chose entre eux et Paige et les jumeaux, c'est ce verrou sur la chambre forte. Tu es le seul avec une arme. Tu tiens les escaliers. Personne ne passe. Je vais chercher Tommy. Félix la regarda. Et pour la première fois depuis la nuit où il l'avait bloqué dans l'escalier et l'avait traité d'encre sur papier, il n'y avait pas de mépris dans ses yeux, mais quelque chose de très proche de la peur. « Êtes-vous folle? » grogna Félix, sa voix basse et rauque. « Ces salauds ont des armes. Qu'est-ce que vous avez? » « Vous n'avez rien. »« J'ai Tommy là-haut, seul, » a dit Reese. Et sa voix n'était plus celle d'une serveuse, ni celle d'une épouse sous contrat. C'était la voix de quelque chose de plus primal, de plus ancien, de plus féroce que n'importe quelle arme. La voix d'une femme qui mourrait avant de laisser un enfant de sa maison être touché. « Tiens les escaliers, Félix. » Elle s'est retournée et a couru dans l'escalier vers le troisième étage dans le noir. Sans armes, sans protection, avec rien d'autre que ses pieds nus contre le sol en bois froid et son cœur martelant sauvagement dans sa poitrine. Et en dessous d'elle, elle a entendu Félix jurer, puis le bruit de lui chargeant une balle et tournant le canon de son arme vers l'escalier du premier étage, où l'obscurité avalait le son de pas inconnus. Le troisième étage était dans le noir complet. Le courant de toute la propriété avait été coupé de l'extérieur, probablement en même temps que les caméras avaient été piratées. Et le long couloir devant Reese n'était qu'un tunnel noir avec une pâle lueur de lune bleutée filtrant par la fenêtre au fond. Reese a couru sur le plancher en bois, chaque pas envoyant une secousse de douleur fulgurante depuis la vieille blessure négligée à son pied. Elle était reconnaissante d'être pieds nus, non seulement pour le silence que cela procurait dans le noir, mais aussi parce que son pied était devenu trop enflé pour des chaussures ces derniers jours. Une fièvre secrète commençait déjà à brûler dans ses veines. La salle d'art de Tommy était au bout du couloir du troisième étage, la porte à moitié fermée, aucune lumière à l'intérieur. Reese l'a poussé et il lui a fallu 2 secondes pour que ses yeux s'habituent à l'obscurité. Et puis, elle l'a vu. Tommy était recroquevillé dans le coin le plus éloigné de la pièce, entre un chevalet et une pile de toiles inutilisées. Ses 2 bras étaient enroulés fermement autour de son carnet de croquis, comme s'il tenait un bouclier contre sa poitrine. Ses genoux étaient remontés jusqu'à son menton, ses yeux ouverts mais ne voyant rien. Elle l'a reconnu tout de suite. Elle avait vu ce regard sur le visage de sa mère dans les dernières semaines, quand la douleur était devenue si grande qu'elle l'avait emporté quelque part où personne d'autre ne pouvait l'atteindre. Tommy n'était plus dans la salle d'art. Il était de retour dans la nuit d'il y a 4 ans. La nuit où sa mère avait été abattue de 3 balles juste devant lui dans le salon du premier étage, alors qu'il n'avait que 15 ans. Et le bruit de verre brisé ce soir l'avait ramené là-bas, l'avait enfermé dans ce moment de terreur, figé. Tommy. Reese s'est agenouillé devant lui, sa voix aussi douce et chaude que possible, alors que son cœur battait si fort qu'il semblait sur le point de lui briser la poitrine. « Tommy, c'est moi. J'ai besoin que tu te lèves. Tu m'entends? » Aucune réponse. Ses yeux la traversaient comme si elle était en verre. Ses mains serraient le carnet de croquis si fort que ses doigts s'étaient devenus blancs. Il tremblait, mais pas de froid. Tout son corps revivait un souvenir qu'aucun médicament ne pouvait effacer. Des pas dans l'escalier du troisième étage, lourds, lents, délibérés. Pas Félix, car Félix tenait l'escalier du deuxième étage et Reese avait entendu 2 coupes de feu en bas, coup sur coup. Ce qui signifiait que Félix se battait, ce qui signifiait qu'au moins un homme avait atteint le deuxième étage. Ce qui signifiait que l'homme qui montait au troisième étage était un autre qui avait pris un chemin différent. Peut-être l'escalier de service et que Reese se souvenait avoir vu en nettoyant pendant sa première semaine. Les pas se sont arrêtés devant la porte de la salle d'art.
Reese s'est levée. Elle a tourné le dos à Tommy et fait face à la porte, et dans ce bref instant, sa main a balayé la table à dessin à côté des toiles empilées et s'est refermée sur la première chose que ses doigts ont touchée. Un coupe-papier en acier inoxydable de moins de 6 pouces de long, du genre que Tommy utilisait pour couper la toile et le papier à dessin. Il semblait absurdement léger dans sa main. Ce n'était pas une arme. C'était quelque chose que les gens utilisaient pour ouvrir des enveloppes, mais c'était tout ce qu'elle avait. Et Reese Calloway avait vécu 27 ans avec rien d'autre que tout ce qu'elle avait, jamais rien de plus. Et elle n'était jamais tombée. La porte s'est ouverte en grand. L'homme qui se tenait là était grand et large, vêtu de noir, le visage couvert d'un masque, un pistolet silencieux à la main. Ses yeux ont balayé la pièce avant de s'arrêter sur Tommy recroquevillé dans le coin, la cible correcte, puis de s'arrêter sur Reese debout entre eux. Il a penché la tête comme s'il ne comprenait pas pourquoi une femme en vêtements de nuit tenant un coupe-papier se tenait entre lui et sa mission au lieu de courir. Reese n'a pas couru. Elle s'est tenue droite, pieds nus sur le sol en bois froid, le pathétique coupe-papier dans sa main droite. Elle a regardé directement dans les yeux du tueur avec les mêmes yeux que Grant Hartwell avait qualifiés de marchandises endommagées, que Vera Ashton avait qualifié de meubles qui respirent, et que tout Chicago avait qualifié de sans valeur. Et elle a dit d'une voix qui n'a pas tremblé, « Si vous voulez le toucher, vous devrez passer par moi. » Le tueur a levé son arme et à ce moment précis, un coup de feu a retenti, mais pas de face, de derrière, du couloir. Félix Valetti se tenait à l'autre bout du couloir du 3e étage, respirant fort, son T-shirt taché de sang à l'épaule gauche. De qui était ce sang, ce n'était pas clair. Le pistolet dans sa main fumait encore et sa balle avait traversé l'épaule droite du tueur avant que l'homme ne puisse appuyer sur la gâchette. Le tueur est tombé, son arme glissant sur le sol, et Félix s'est précipité en avant, a repoussé l'arme d'un coup de pied. Puis il a écrasé son pied sur le dos de l'homme et l'a cloué au sol de tout son poids, en criant dans le téléphone. « 3e étage sécurisé. J'ai besoin de renfort. Maintenant. » Reese n'a pas regardé le tueur au sol. Elle s'est retournée vers Tommy. Il était toujours dans le coin, serrant toujours le carnet de croquis, mais ses yeux avaient changé. Il ne regardait plus à travers elle. Il la regardait vraiment. Et sur ce visage de 19 ans trempé de larmes, il y avait quelque chose que Reese a reconnu, car elle l'avait cherché toute sa vie et ne l'avait jamais vu personne le lui donner. Une confiance absolue. Elle s'est assise à côté de lui, a posé le coupe-papier et l'a pris dans ses bras. Tommy n'a rien dit, mais ses mains ont lâché le carnet de croquis et se sont agrippées au bras de Reese comme à une bouée de sauvetage. Et il a pleuré, les sanglots silencieux et tremblants d'un garçon de 15 ans piégé dans un corps de 19 ans. Le genre de pleurs qu'il avait retenu pendant 4 ans parce que dans cette maison, personne ne lui avait jamais appris que pleurer ne signifiait pas la faiblesse. 7 minutes plus tard, l'équipe de sécurité de secours est arrivée. 12 minutes plus tard, les agents fédéraux que Conrad gardait sur sa liste de paie sont arrivés sur les lieux, ont pris le contrôle de la situation et ont emmené l'assassin en silence. Pas de rapport, pas de paperasse, car c'était ainsi que les choses fonctionnaient dans ce monde. Reese et Félix étaient assis sur le sol du couloir du 3e étage, le dos contre le mur, à moins d'un bras l'un de l'autre. Tommy était recroquevillé sur les genoux de Reese, les yeux fermés maintenant, la respiration régulière, le carnet de croquis sur le sol à côté du coupe-papier. Félix a regardé droit devant lui pendant un long moment sans parler. Le sang sur son épaule avait séché en une tache sombre. Puis il s'est tourné et a regardé Reese. Et dans les yeux gris et froids qu'il avait observés pendant 2 semaines, qui avaient vérifié ses antécédents 2 fois, qu'il avait appelé encre sur papier, qui avait attendu qu'elle fasse un faux pas, pour la première fois, il n'y avait ni mépris ni suspicion. Seulement la reconnaissance brute, rugueuse et silencieuse d'un homme qui avait vécu par la violence toute sa vie et qui venait de voir une femme pieds nus avec un coupe-papier se tenir prête à mourir pour son frère. « Vous auriez pu fuir, » a dit Félix, sa voix basse et rauque. « Vous n'aviez aucune obligation de rester. Ce n'est pas votre famille. » Reese a baissé les yeux sur Tommy endormi sur ses genoux, sa main lissant doucement ses cheveux. Et quand elle a répondu, sa voix était plus calme et plus certaine que tous les mots qu'elle avait jamais prononcés dans sa vie. « Vous avez tort, Félix.
C'est ma famille depuis le moment où j'ai franchi cette porte. Félix n'a rien dit d'autre. Il est resté assis un moment, puis a enlevé sa veste en cuir noir. La veste qu'il portait tous les jours comme une seconde armure. La veste que Reese ne l'avait jamais vue enlever devant personne. Et il l'a posée sur ses épaules. Dans le monde de la mafia, quand un homme met sa propre veste sur les épaules d'une femme, ce n'est pas de la courtoisie. C'est une déclaration. Elle est sous ma protection. Et la toucher, c'est me toucher. Reese a resserré la veste autour d'elle, la chaleur de Félix encore piégée dans le cuir. Et pour la première fois depuis son entrée dans cette maison, elle a senti qu'elle avait sa place. Conrad a reçu l'appel de Félix à minuit 17 au milieu de sa chambre d'hôtel à Boston, et son monde s'est arrêté de tourner pendant 3 secondes. Ces 3 secondes ont été plus longues que les 3 années qu'il avait vécues avec la sentence d'infertilité. Plus longues que la nuit où il avait gisé sur le sol d'un hôpital avec du poison lui brûlant les veines. Car pendant ces 3 secondes, il ne savait pas si les personnes à l'intérieur de sa maison étaient encore en vie. Félix a parlé rapidement et clairement de la manière dont les hommes de leur métier rapportent une situation. Attaque, 4 hommes, système piraté, gardes à la porte maîtrisée. Tommy était la cible. Situation sous contrôle. Personne de mort, sécurité de secours sur place. Conrad n'a rien demandé d'autre. Il a raccroché, s'est habillé en 40 secondes, est descendu au parking en 2 minutes et a quitté Boston au volant de la Maserati noire à minuit 23, direction ouest sur l'Interstate 90 vers Chicago. 6 heures de route. Il ne s'est pas arrêté pour l'essence. Il ne s'est pas arrêté pour l'eau. Il a juste conduit, les 2 mains agrippant le volant jusqu'à ce que ses jointures blanchissent, les yeux fixés sur la route. Et dans sa tête, il n'y avait qu'une seule boucle qui tournait en boucle sans s'arrêter. S'il perdait d'une personne de plus dans cette maison, il ne s'en remettrait pas cette fois. 4 ans plus tôt, il avait perdu sa mère. 3 ans plus tôt, il avait failli perdre la vie. Il avait enduré les deux, mais ce soir-là, sur l'autoroute sombre entre Boston et Chicago, Conrad Vallety s'est avoué pour la première fois que la boucle n'incluait pas seulement Félix ou Tommy, Paige ou les jumeaux. Elle incluait aussi Reese. La serveuse qu'il avait engagée par contrat moins de 3 semaines plus tôt avait pris une place sur la liste des personnes dont la perte le ferait brûler une ville entière. Et il ne savait pas quand cela s'était produit. À 6h15 du matin, la Maserati s'est arrêtée devant les portes de la propriété de Lincoln Park. Conrad est sorti dans le froid glacial d'un matin d'hiver précoce à Chicago. Et la première chose qu'il a vue, c'est que la porte vitrée brisée du salon du premier étage avait déjà été recouverte de contreplaqué, propre et solide, parce que quelqu'un l'avait nettoyée pendant la nuit. Il n'y avait pas de voiture de police, pas de ruban de scène de crime, aucun signe que 10 heures plus tôt, cet endroit avait été un champ de bataille. Car dans le monde de Conrad Vallety, les champs de bataille étaient nettoyés avant le lever du soleil. Il est entré par la porte d'entrée, et le silence à l'intérieur n'était pas le silence de mort que Félix avait décrit au téléphone. C'était le silence étrange et chaleureux d'une maison endormie. Le salon principal, où 6 heures plus tôt le verre s'était brisé et les balles avaient volé, était maintenant éclairé par le petit feu dans la cheminée que quelqu'un avait rallumé. Sur le long canapé en cuir anthracite, Reese était assise, ou plutôt endormie en position assise, le dos contre le coin du canapé, la tête penchée sur le côté. Tommy était recroquevillé sur le canapé, la tête sur ses genoux, son visage plus paisible que Conrad ne l'avait jamais vu. Paige dormait au pied du canapé sur une pile de couverture, une main serrant encore l'ourlet de la chemise de Tommy, comme si elle avait peur qu'il disparaisse si elle lâchait prise. Le carnet de croquis de Tommy gisait sur le sol à côté d'un petit coupe-papier, et Conrad a fixé ce couteau pendant un long moment, sans comprendre pourquoi il était là, jusqu'à ce qu'il entende des pas derrière lui. Félix était assis sur la chaise près de la porte du hall, un pistolet sur les genoux, des cernes sombres sous les yeux pour être resté éveillé toute la nuit en garde. Il s'est levé quand Conrad est entré, et les 2 frères se sont regardés en silence. Puis Félix lui a raconté. Il l'a raconté d'une voix basse et égale, sans fioriture, comme un soldat rapporte une bataille. Il lui a parlé des caméras piratées, du bruit de verre brisé, de la façon dont Reese avait réagi avant lui, de la façon dont elle avait ordonné à Paige d'entrer dans la chambre forte, de la façon dont elle lui avait dit de tenir les escaliers,
de la façon dont elle avait couru pieds nus jusqu'au troisième étage seul dans le noir. Puis Félix s'est arrêté, et quand il a repris la parole, sa voix a changé. Ce n'était plus la voix d'un rapport, c'était la voix d'un homme essayant d'exprimer quelque chose pour lequel il n'avait pas les mots. Elle s'est mise devant Tommy avec un coupe-papier, a dit Félix, et ses yeux n'étaient pas sur Conrad, mais sur Reese endormi sur le canapé. L'assassin avait un pistolet silencieux. Elle avait un coupe-papier pas plus long qu'un doigt. Elle savait qu'elle allait mourir. Tu comprends? Elle le savait, et elle est quand même restée là. Félix a regardé son frère, et dans ses yeux, les yeux qui pendant les 2 dernières semaines avaient regardé Reese avec rien d'autre que du mépris et de la suspicion, il y avait maintenant quelque chose que Conrad n'avait jamais vu son frère donner à personne en dehors de la famille de sang. Elle aurait pu fuir, mon frère. Elle n'avait aucune obligation. C'était un contrat, tu te souviens, de l'encre sur du papier. Félix a dégluti difficilement. Mais elle n'a pas fui. Conrad n'a rien dit. Il est passé devant Félix, a traversé le salon et s'est arrêté devant le canapé. Il est resté là à regarder Reese, à regarder sa main reposant légèrement sur les cheveux de Tommy même dans son sommeil, à regarder ses pieds nus car elle n'avait toujours pas mis de chaussures depuis la veille, à regarder la veste en cuir de Félix drapée sur ses épaules, et quelque chose à l'intérieur de sa poitrine, quelque chose qu'il avait enfermé depuis la nuit où sa mère était morte, quelque chose autour duquel il avait construit des murs depuis le jour où le médecin lui avait dit qu'il n'aurait jamais d'enfant, s'est fissuré. Conrad s'est agenouillé à côté du canapé. Ce mouvement, un chef de la mafia à genoux, a réveillé Reese. Elle a ouvert les yeux, a mis une seconde à le reconnaître, puis son corps s'est tendu par instinct, car depuis 3 heures, elle dormait dans un état de préparation au combat. Ses yeux ont balayé la pièce pour vérifier le danger avant de regarder dans les siens, et Conrad a reconnu ce mouvement. Le mouvement que lui et Félix et tout le monde dans son monde faisaient par instinct, vérifier les menaces avant de faire quoi que ce soit d'autre. Et le fait que Reese le fasse naturellement signifiait qu'elle avait changé, non pas parce qu'elle le voulait, mais parce que cette maison l'y avait forcé. Et cela le remplissait à la fois de fierté et de douleur. « Tu n'es pas blessé, n'est-ce pas ?» a demandé Conrad. Sa voix était calme, mais sa mâchoire était serrée et ses yeux étaient tout sauf calmes. Ils étaient froids et sauvages et parcouraient son corps à la recherche de sang, d'échymose, de tout signe que quelqu'un avait posé la main sur elle. « Je vais bien, » a dit Reese, sa voix rauque à cause du manque de sommeil. Conrad a hoché la tête lentement, puis sa mâchoire s'est encore plus serrée et sa voix a baissé d'un autre niveau, dans la zone que Félix appelait la zone dangereuse. L'endroit où Conrad n'élevait jamais la voix, mais la baissait jusqu'à ce que les gens doivent retenir leur souffle pour l'entendre. Tu t'es mise devant un homme armé avec un coupe-papier. Tu ne portais pas de gilet pare-balles. Tu n'avais pas d'arme. Tu as couru pieds nus droit vers la mort. C'était de la colère. Pas de la colère contre Reese, de la colère contre lui-même de ne pas avoir été là. De la colère parce qu'elle avait fait ce qu'il aurait dû faire. De la colère parce que pour la première fois de sa vie, il devait à quelqu'un une dette qu'il ne savait pas comment rembourser. Reese l'a regardé droit dans les yeux et elle ne s'est pas excusée, n'a pas expliqué, ne s'est pas défendue. Elle n'a dit qu'une seule phrase d'une voix si plate et si certaine qu'elle a tranché sa colère comme une lame dans du beurre. « J'ai arrêté de faire semblant dès la 2e semaine, Conrad. » Conrad la regarda. Elle le regarda en retour, et dans l'espace entre eux, sur ce canapé avec Tommy endormi et Paige recroquevillée aux pieds, le mur que Conrad avait construit pendant 3 ans, le mur qu'il avait construit de poison, d'infertilité et de peur de perdre une personne de plus, ce mur s'est fissuré, clairement et sans possibilité de réparation. Et à travers cette fissure, il a vu non pas une serveuse, non pas une épouse sous contrat, mais la femme qui venait d'être prête à mourir pour sa famille avec un coupe-papier. Et il a su avec quelque chose de plus profond que la logique, de plus profond que la stratégie, de plus profond que tous les calculs qu'il avait jamais faits dans sa vie, qu'il ne la laisserait jamais quitter cette maison. Conrad a regardé son frère et a dit un mot. « Dehors ». Puis il a fermé la porte, a tiré une chaise à côté du lit, s'est assis et ne s'est pas levé pendant 2 jours, 48 heures. Le chef de la mafia le plus puissant de Chicago est resté assis à côté du lit d'une serveuse brûlante de fièvre.
Il changeait le linge frais sur son front toutes les 20 minutes. Il lui soulevait la tête pour qu'elle puisse boire de l'eau quand elle dérivait entre conscience et inconscience. Et il comptait chaque respiration qu'elle prenait comme il avait compté les respirations de sa mère 4 ans plus tôt aux urgences. Et cette fois-là, il avait perdu. La deuxième nuit, vers 3 heures du matin, la fièvre a finalement commencé à tomber. Reese a ouvert les yeux. Le plafond flou est lentement devenu net, et la première chose qu'elle a vue n'était pas le plafond, mais Conrad. Il était assis sur la chaise à côté du lit, les coudes sur les genoux, les deux mains agrippant le bord du matelas, comme si, au moment où il lâcherait prise, elle s'éloignerait de lui. Il y avait des cernes sombres sous ses yeux. Une barbe naissante avait poussé sur sa mâchoire, car il ne s'était pas rasé depuis 2 jours. Sa chemise était froissée. Le patron milliardaire ressemblait à un homme ordinaire, terrifié à l'idée de perdre quelque chose que l'argent ne pouvait pas racheter. « Conrad !» murmura Reese, sa voix rauque et faible. Il a levé la tête, et le soulagement qui a balayé son visage était si féroce qu'il en était presque douloureux. Le genre de soulagement qu'un homme ressent lorsqu'il vient d'échapper à une exécution. Il s'est penché vers elle, les deux mains toujours agrippées au matelas, et quand il a parlé, sa voix n'était pas celle d'un patron, ni celle d'un commandement. C'était la voix d'un homme qui était resté assis au chevet d'une femme pendant 2 nuits et qui avait réalisé dans l'obscurité de cette pièce qu'il ne pouvait pas la perdre. Tu m'as caché cette blessure pendant 3 semaines. Tu as failli mourir à cause d'un morceau de verre dont tu n'as même pas pris la peine de parler à qui que ce soit. Sais-tu ce que ça me donne envie de faire? Reese le regarda, ses yeux encore embrumés mais alertes. Être en colère. Non, a dit Conrad, et sa voix s'est brisée sur le mot. Une petite mais indubitable cassure que Reese a entendue. Et elle savait qu'elle entendait quelque chose que très peu de gens dans ce monde avaient jamais entendu. Conrad Vallety perdant le contrôle de sa voix. Pas en colère, effrayé. J'ai signé un contrat pour une partenaire, mais ce que j'ai reçu, c'est quelqu'un que, si je la perds, je brûlerai cette ville entière. Je t'aime, Reese, et ça me terrifie plus que n'importe quelle balle ne le pourrait jamais. La pièce est devenue silencieuse. Il n'y avait que le goutte-à-goutte régulier de la perfusion et le léger sifflement du vent nocturne de Chicago au-delà de la fenêtre. Reese le regarda longuement. Puis elle leva la main, encore faible et tremblante, et toucha la légère cicatrice le long du côté gauche de sa mâchoire. Ses doigts tracèrent lentement la ligne, légèrement, comme si elle lisait une histoire écrite sur sa peau. Conrad ne bougea pas. Il ne respira pas. Pour le monde extérieur, a dit Reese, sa voix à peine plus qu'un murmure, mais chaque mot aussi clair que s'il était gravé dans la pierre. Je suis une marchandise endommagée, une dette, un déchet mis au rebut. Mais ici, dans cette pièce, avec toi, je veux rester. Pas à cause du contrat, pas à cause des 280 000 $, à cause de toi. Conrad posa sa main sur la sienne. Sa grande main rugueuse et marquée de cicatrices se referma sur sa petite main fine encore chaude de fièvre. Et il se pencha jusqu'à ce que son front repose contre le sien. Leur souffle se mêlant dans une distance si proche que Reese pouvait compter chaque cheveu argenté précoce dans sa barbe. Et dans cette pièce, à 3 heures du matin, entre l'odeur d'antibiotiques et de draps propres, le mariage de convenance entre le chef de la mafia stérile et la serveuse désespérément pauvre est officiellement mort. Et ce qui est né de ses cendres était quelque chose qu'aucun contrat dans ce monde ne pouvait définir. Après la nuit de l'attaque, Conrad Vallety est devenu un homme différent à l'intérieur de sa propre maison. Ce ne fut pas une grande transformation que tout le monde remarqua immédiatement, mais une série de petits changements discrets, du genre que seules les personnes vivant sous le même toit pouvaient vraiment ressentir. Il a commencé à rentrer à la maison avant 19 heures. Auparavant, Conrad apparaissait rarement à la propriété avant 22 heures, et quand il le faisait, il allait directement dans son bureau et fermait la porte derrière lui comme si la maison n'était rien de plus qu'un hôtel cher où il louait une chambre. Maintenant, il rentrait plus tôt, et au lieu de disparaître dans le bureau, il s'asseyait à la table du dîner. Il ne parlait pas beaucoup. Il s'asseyait simplement là, mangeant ce que Reese cuisinait, écoutant Paige parler de l'école, regardant Nina et Noah se disputer, puis se réconcilier. Et de temps en temps, ses yeux se tournaient vers Reese à l'autre bout de la table, avec un regard que Félix remarqua, mais ne commenta pas.
Le regard d'un homme essayant de comprendre pourquoi la présence d'une seule personne pouvait changer la température d'une pièce entière. Mais le plus grand changement fut Tommy. Un soir, la deuxième semaine après l'attaque, Conrad se tenait à l'embrasure de la porte de la salle d'or du troisième étage, à un endroit qu'il avait l'habitude de dépasser sans jamais s'arrêter parce qu'il ne savait jamais quoi dire au jeune frère qui parlait à peine. Et cette fois, il s'est arrêté. Tommy peignait, des écouteurs sur les oreilles, et n'a pas réalisé que son frère était là jusqu'à ce que Conrad entre, s'assoie sur le tabouret à côté du chevalet et dise la première chose qu'il avait dite à Tommy, en plus de 2 phrases depuis les funérailles de leur mère. Qu'est-ce que tu peins? Tommy a regardé son frère, est resté silencieux un long moment, puis a tourné la toile pour que Conrad puisse la voir. C'était une peinture d'une femme debout dans le noir, pieds nus, tenant un petit objet brillant dans sa main, se tenant entre une étendue de noir total et une lumière chaude derrière elle. Aucune légende n'était nécessaire pour savoir de qui il s'agissait. Conrad a regardé la peinture pendant un long moment, puis il a dit « Tu peins magnifiquement ». Et Tommy, le jeune frère que toute la famille s'était habituée à entendre ne presque rien dire, a répondu avec la plus longue phrase complète que Conrad avait entendue de lui en 4 ans. Reese ne m'a pas abandonné. Cette nuit-là, quand tout le monde savait que c'était la mort certaine, elle est quand même montée au troisième étage pour me trouver. Personne n'a fait ça depuis la mort de maman. Conrad n'a pas répondu. Il a simplement posé une main sur l'épaule de Tommy, a serré légèrement et est resté assis là pendant encore 20 minutes en silence, regardant son frère peindre. Et ce fut la plus longue conversation que les 2 frères aient eue en 4 ans. 5 mois après que Reese ait signé son nom sur le registre de mariage à la mairie de Chicago, elle est entrée au Palmer House sur State Street. Et pas une seule personne dans la salle de réunion de la mezzanine ne l'a reconnue comme la serveuse de Serafina. Reese portait une robe noire qui tombait sous le genou avec un décolleté bateau. Aucun bijou à l'exception de l'alliance en platine que Conrad avait commandée pour elle 2 mois plus tôt. Non pas parce que le contrat l'exigeait, mais parce qu'il le voulait, et des talons hauts noirs que Paige avait choisis pour elle, des chaussures avec lesquelles elle s'était entraînée à marcher pendant une semaine entière dans sa chambre, pour ne jamais trébucher devant des ennemis. Ses cheveux étaient soigneusement relevés, exposant la ligne nette de sa mâchoire, et les yeux qui 5 mois plus tôt étaient encore rouges d'humiliation ravalée, étaient maintenant froids et brillants, comme la surface du lac Michigan sous le soleil de janvier. Conrad marchait à sa droite, vêtu d'un costume 3 pièces noires. La cicatrice sur le côté gauche de sa mâchoire était visible sous les lumières car il ne la cachait jamais. Il la portait comme un homme porte une médaille. Felix marchait à la gauche de Reese, exactement là où, dans le monde de la mafia, seul le protecteur le plus proche de la maîtresse de la famille se tenait. Et le fait qu'il soit là n'était pas parce que Conrad l'avait arrangé, mais parce que Felix l'avait choisi lui-même. Quelque chose que chaque œil dans la pièce a lu clairement. Paige marchait derrière eux, le dos droit, le visage calme, 24 ans, mais se tenant avec l'assurance de quelqu'un élevé parmi les tables de négociation où des tueurs faisaient des affaires. C'était la première fois en 4 ans, depuis que leur mère avait été assassinée, que la famille Valetti apparaissait devant le conseil en bloc unifié. Et ce message était plus fort que n'importe quelle parole. La salle de réunion de la mezzanine du Palmer House était une grande chambre lambrissée de chênes sombres avec un plafond doré. Un endroit où plus de 100 ans plus tôt, les patrons de l'époque de la Prohibition s'étaient assis pour diviser le territoire. Et cette tradition ne s'était jamais vraiment terminée. Elle avait seulement changé de costume. 14 personnes étaient assises autour de la table de conférence ovale, représentant 7 familles qui contrôlaient tout, des ports de marchandises du South Side au casino de l'Indiana, de l'immobilier commercial du Loop aux routes de transport inter-État. Ce n'était pas une réunion publique. Il n'y avait pas de procès-verbaux, pas d'avocats, seulement le pouvoir et les gens assez impitoyables pour le garder. Reese est entrée dans la pièce, et la première chose qu'elle a vue fut Vera Ashton. Vera était assise dans la rangée du fond réservée aux épouses des membres du conseil. Car son mari, le juge fédéral Harrison Ashton, était l'un des hommes que le conseil gardait sur sa liste de paie pour s'assurer que la loi regardait ailleurs aux moments opportuns. Vera tenait une coupe de champagne et parlait à la femme à côté d'elle quand ses yeux se sont tournés vers l'entrée et ont atterri sur Reese. La coupe de champagne a basculé dans la main de Vera, puis est tombée.
Le bruit du verre se brisant sur le sol en marbre fut net et clair dans le silence soudain de la pièce. Vera y regardait Reese comme si elle avait vu un fantôme. Et d'une certaine manière, c'était le cas, car la femme qui se tenait devant elle ne portait plus aucune trace de la fille que Vera avait autrefois appelée un meuble qui respire à Serafina. Reese n'a pas regardé Vera. Elle était bien au-delà du point où le regard de Vera Ashton avait du pouvoir sur elle. Elle a regardé droit vers la tête de la table de conférence, où la deuxième chose qu'elle a remarquée lui a fait serrer la mâchoire pendant une demi-seconde avant de se reprendre. Grant Hartwell était assis dans la rangée auxiliaire du côté opposé, directement derrière un homme aux cheveux d'argent avec un visage carré et des yeux bleus pâles aussi froids que ceux d'un serpent. Anton Zherkov. Grant portait un costume 3 pièces gris, toujours aussi impeccable. De la même manière qu'il avait l'air le jour où il se tenait dans le hall de l'hôtel Drake et l'avait traité de marchandises endommagées. Mais quelque chose était différent. Il y avait une fatigue autour de ses yeux, une maigreur autour de sa mâchoire, et quand ses yeux ont rencontré ceux de Reese, elle a vu quelque chose qui n'était pas là 5 mois plus tôt, un regret amer mêlé d'envie. L'envie laide d'un homme réalisant qu'il avait jeté la chose la plus précieuse de sa vie. Reese ne lui a pas accordé une seule seconde. Elle a détourné le visage et s'est assise sur le siège à côté de Conrad, à l'extrémité sud de la table. Le siège de la femme du patron. Le siège qui était resté vide pendant 4 ans. La réunion a commencé par les formalités pour lesquelles Conrad avait soigneusement préparé Reese. Rapport de territoire, division des bénéfices trimestriels, règlement de différentes mineurs entre des familles. Puis Anton Zherkov s'est levé et l'air dans la pièce a changé comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre en hiver. Zherkov parlait d'un anglais parfait avec un fort accent, russe, lentement et calmement. La voix d'un homme qui savait qu'il tenait d'un couteau et n'avait pas besoin de se presser avant de l'utiliser. Membre du conseil, je soulève une question de confiance concernant la famille Valeti. Zherkov a exposé son cas brièvement et brutalement. Premièrement, Conrad Valeti n'avait pas d'héritier, et une famille sans nouvelle génération était une famille sans avenir, un risque pour la stabilité de tout le conseil. Deuxièmement, et c'était le vrai coup, Zherkov a fait signe à Grant Hartwell, et Grant s'est levé, a ouvert sa maillette en cuir, et sorti un dossier épais, et en a distribué une copie à chaque membre du conseil. Le dossier, a expliqué Grant de sa voix de banquier lisse et froide, contenait des preuves que plusieurs transactions immobilières majeures de la famille Valeti au cours des 18 derniers mois montraient des signes de blanchiment d'argent illégal. Une violation grave de la loi fédérale, et si elle était exposée, elle attirerait l'attention du FBI non seulement sur les Valeti, mais sur tout le Conseil. Par conséquent, Zherkov a demandé que le Conseil vote pour geler tous les actifs des Valeti et transférer leur territoire sous gestion temporaire du Conseil. Ce que tout le monde a compris comme signifiant « laissez Zherkov l'avaler tout entier ». La salle de réunion est tombée dans le silence. 14 pères d'yeux se sont tournés vers Conrad. Conrad n'a pas regardé le dossier. Il a regardé Grant Hartwell et dans ses yeux gris-bleus, il y avait quelque chose que Grant n'avait vu qu'une seule fois dans sa vie. La nuit où il était entré accidentellement dans la zone VIP d'un club contrôlé par les Valeti et avait réalisé qu'il se tenait parmi des tueurs professionnels. La peur. Mais Conrad n'avait pas peur. Conrad était furieux. Le genre de fureur qui, une fois libéré, laisserait quelqu'un mort. Et sa main droite était si serrée sous le bord de la table que Félix, en face de lui, Asromana a discrètement posé une main sur le pistolet à l'intérieur de sa veste de costume. Conrad s'est penché en avant, se préparant à se lever, et tout le monde dans la pièce savait que s'il se levait dans cet état, la réunion se terminerait dans le sang au lieu de la procédure. Puis une main s'est posée sur son bras, douce mais ferme. Reese n'a regardé personne d'autre que Conrad. Elle a penché la tête vers lui et a parlé assez bas pour que lui seul puisse l'entendre, mais assez clairement pour qu'il ne puisse pas se tromper. « Laisse-moi faire. » Conrad la regarda. 3 secondes, puis il s'est adossé à sa chaise, sa main crispée s'ouvrant lentement. Et ce furent les 3 secondes pendant lesquelles toute la pièce a été témoin de quelque chose qui ne s'était jamais produit dans l'histoire du Conseil. Conrad Valeti, le patron qui ne cédait jamais, venait de donner la parole à sa femme. Reese s'est levée, ni rapidement, ni lentement. Elle s'est levée au rythme mesuré de quelqu'un qui savait que tous les yeux de la pièce étaient fixés sur elle,
et elle ne laisserait personne voir d'hésitation. Elle s'est éloignée de sa chaise, a contourné Conrad, s'est dirigée vers le centre de la table de conférence ovale, où le dossier de Grant Hartwell était ouvert devant les 14 membres du conseil, et a parlé d'une voix claire et égale, sans le moindre tremblement. Membre du conseil, je suis Reese Valati. J'aimerais examiner le dossier que M. Zurkov vient de présenter. Anton Zurkov s'est adossé à sa chaise, les mains croisées sur son ventre, et le sourire sur sa bouche était du genre que Reese avait vu 1000 fois à Serafina. Le sourire que les hommes puissants portaient en regardant les femmes qu'ils croyaient indignes de s'asseoir à la même table. C'est du business, Madame Valati, a dit Zurkov, son accent russe étirant le dernier mot comme pour savourer le goût de la moquerie. Pas du service à table. La salle de réunion est tombée dans le silence. Quelques personnes ont ri doucement. Grant Hartwell a baissé les yeux sur la table, ne riant pas mais n'objectant pas non plus, car il savait ce que Reese avait été et il pariait qu'elle était toujours cette chose. Ils avaient tous les deux tort. Reese n'a pas réagi à l'insulte. Elle a simplement tendu la main, paume vers le haut, et a attendu. Zurkov a haussé légèrement les épaules et a fait glisser le dossier sur la table en chaîne vers elle, avec le geste d'un homme jetant un os à un chien, car il savait que le chien ne pouvait pas lire. Reese a pris le dossier et a commencé à tourner les pages, pas nonchalamment. Elle a parcouru chaque page avec la vitesse et la concentration de quelqu'un qui avait passé 2 ans dans le programme de comptabilité et de finance de l'Université de Paul, à lire des bilans et des rapports de flux de trésorerie avant que la vie ne la force à quitter l'école. Et au cours des 5 derniers mois dans la propriété des Valati, elle n'avait pas seulement cuisiné et nettoyé. Tard dans la nuit, après que les enfants soient allés se coucher, après que Conrad ait quitté son bureau, Reese s'asseyait à la table de la cuisine sous la seule lumière jaune encore allumée et lisait tous les documents financiers qu'elle pouvait trouver. Chaque contrat immobilier, chaque rapport fiscal, chaque registre de transactions. Non pas parce que quelqu'un lui avait dit de le faire, mais parce qu'elle était le genre de personne qui survivait en comprenant tout ce qui l'entourait. Et dans le monde de Conrad, l'argent était un langage, et elle avait appris à le lire couramment. 3 minutes de silence. Reese a terminé le dossier. Elle l'a posé sur la table, a appuyé ses doigts sur la page d'Accept et a levé la tête pour regarder droit Zurkov. « Monsieur Zurkov, » a dit Reese, sa voix ne montant ni ne descendant. Les 12 transactions immobilières listées ici sont toutes des échanges de la section 1031 du Code fiscal fédéral, ce qui permet de différer l'impôt sur les plus-values lorsqu'un bien d'investissement est vendu et qu'un autre bien d'investissement de valeur égale ou supérieure est acheté dans les 180 jours. C'est un outil légal utilisé par des dizaines de milliers d'investisseurs à travers les États-Unis chaque année. Ce n'est pas du blanchiment d'argent, c'est de la comptabilité de BCT. La pièce a commencé à s'agiter. Zurkov ne souriait plus. Reese a continué, tournant à la page 23. Mais la partie intéressante est ici. Chaque échange valide de la section 1031 comprend des pièces justificatives confirmant la légalité, y compris une lettre de l'intermédiaire qualifié et la preuve du dépôt du formulaire 8824 auprès de l'IRS. Dans les dossiers originaux de la famille Valati, chaque pièce justificative est présente en totalité. Elle a posé sa main sur le dossier de Grant. Dans les copies que M. Hartwell a fournies au conseil, chaque pièce justificative a été retirée. 12 transactions, 12 pièces justificatives. Pas une manquante, pas 2 manquantes, mais toutes. Ce n'est pas une erreur de copie. C'est délibéré. Silence de mort. Grant Hartwell était assis, immobile, et toute la couleur de son visage passait par degrés du rose au blanc au gris. La première perle de sueur est apparue à sa tempe, scintillant sous le lustre du Palmer House. Reese s'est tourné et a regardé directement Grant, et ses yeux n'étaient plus ceux de la serveuse qu'il avait traitée de marchandises endommagées dans le hall de l'hôtel Drake. C'étaient les yeux de quelqu'un qui avait passé des centaines d'heures à auditer des registres et savait exactement ce qu'elle tenait entre ses mains. De plus, a dit Reese, sa voix baissant d'1 degré, lorsqu'un banquier d'investissement divulgue les informations financières d'un client à un tiers sans ordonnance du tribunal ou assignation à comparaître, c'est une violation directe de la loi fédérale sur le secret bancaire. La peine minimale est une amende de 500 000 $ et 10 ans de prison fédérale. Elle a fait une pause d'un temps exactement,
donnant à tout le monde dans la pièce le temps d'absorber le nombre. Puis elle a sorti une feuille de papier, pliée de la poche de sa veste, et l'a ouverte sur la table. Mais le meilleur est ici. C'est une copie d'une confirmation de transfert de Zhirkov Holdings, la société mère de M. Zhirkov, vers un compte personnel à la Butterfield Bank aux îles Caïmans. Un compte au nom de Grant Arthur Hartwell, 250 000 $. La date du transfert était 3 semaines avant la session du Conseil d'aujourd'hui. En d'autres termes, M. Zhirkov a payé M. Hartwell pour falsifier des dossiers financiers afin de renverser la famille Valletti. Si le Conseil veut un vote de confiance aujourd'hui, je suggère que nous commencions par voter pour savoir si toutes ces preuves doivent être remises au FBI. La pièce n'était plus silencieuse. La pièce était morte. 14 personnes étaient assises, figées. Zhirkov a posé ses 2 mains sur la table très lentement, son visage sans expression, mais sa mâchoire si serrée que le muscle de sa tempe ressortait. Et il a regardé Reese avec des yeux qui, pour la première fois, ne contenaient aucun mépris. Grant Hartwell s'est levé si brusquement que sa chaise a grincé en arrière sur le sol en marbre, et il a ouvert la bouche. Mais aucun son n'est sorti car il n'y avait plus de phrase qui puisse le sauver maintenant. Il a regardé Reese, la femme qu'il avait rejetée parce qu'elle venait avec 280 000 $ de dette, et il avait cru qu'elle n'avait aucune valeur. Et maintenant, elle se tenait devant les 14 patrons les plus puissants du Midwest américain et le démolissait avec des chiffres. Il ne pouvait pas dire un mot. Il a ramassé sa maillette et est sorti de la pièce, les épaules rentrées, et la porte en chaîne s'est refermée derrière lui avec un petit clic final, comme la fermeture d'un couvercle de cercueil. De l'autre côté de la table, Felix Valletti, l'homme qui avait traité Reese d'encre sur papier la première nuit où elle était entrée dans la propriété, s'est penché en avant et a parlé assez fort pour que tout le monde dans la pièce entende chaque mot clairement. Laissez-moi clarifier les choses pour ceux qui n'ont toujours pas compris. C'est ma belle-sœur. Quiconque veut la toucher doit d'abord passer par moi. Et puis Conrad s'est levé. Il n'a pas dit grand-chose parce que Conrad ne disait jamais grand-chose. Il a simplement posé une main sur la taille de Reese, l'a tiré près de lui devant tout le conseil et a regardé droit Zhirkov avec des yeux gris-bleus qui ne contenaient plus de colère, mais quelque chose de bien plus dangereux que la colère. Une certitude absolue. Elle est ma femme, elle est de la famille Valletti. Quelqu'un d'autre veut essayer? Personne n'a essayé. Le vote de confiance a été annulé. Zhirkov a quitté le Palmer House 10 minutes plus tard en silence. Et Reese Calloway, la serveuse que Chicago avait traitée de marchandise endommagée, est sortie de l'hôtel Palmer House sous le soleil d'après-midi de mars avec la main de Conrad à sa taille, Felix à sa gauche, Page à sa droite, et une nouvelle légende se propageant dans le monde criminel de Chicago plus vite qu'un feu de forêt. Dans les mois qui ont suivi la réunion du Palmer House, la famille Valletti n'a pas seulement survécu. Elle a commencé à croître d'une manière que le monde criminel de Chicago n'avait vu d'aucune famille au cours de la dernière décennie. Reese a pris place à la table financière de Conrad, non pas comme une épouse curieuse, mais comme une véritable partenaire. Et en 3 mois, elle a restructuré tout le système de flux de trésorerie de la famille avec la précision et la logique de quelqu'un formé en comptabilité et l'audace de quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre. Elle a fait une proposition qui a d'abord fait froncer les sourcils à Conrad. Déplacer progressivement les investissements de la zone grise vers un terrain entièrement légitime. Acheter de l'immobilier commercial à West Loop et River North par le biais de filiales propres. Laver l'image de la famille Valletti des ombres pour la mettre en lumière. Non pas par moralité, mais par stratégie. Parce qu'un empire légal ne donnait aucune raison au FBI de frapper à la porte et aucune excuse aux familles du conseil pour s'ingérer. Conrad a écouté, est resté silencieux pendant 1 semaine, puis a dit 2 mots. Fais-le. Et c'était toute la permission dont Reese avait besoin. En juin, les revenus immobiliers légitimes ont dépassé les revenus clandestins pour la première fois dans l'histoire de la famille. En juillet, Conrad a étendu son territoire jusqu'au sud de l'Indiana sans tirer un seul coup de feu. Parce que lorsque les comptes étaient clairs, la négociation fonctionnait mieux que les menaces. Felix a été celui qui a changé le plus visiblement après Reese. Il n'était plus le loup vigilant qui se tenait à l'extérieur de la porte.
regardant à l'intérieur avec des yeux suspicieux. Il est entré, s'est assis à la table de la cuisine chaque matin pour boire un café avec Reese avant que le reste de la maison ne se réveille. Et les deux parlaient dans le genre de langage court et pratique qu'ils comprenaient bien tous les deux. Le langage des gens qui ne gaspillaient pas les mots. Felix a commencé à demander l'avis de Reese sur les décisions de sécurité, puis sur le personnel, puis sur la stratégie. Et lorsqu'un nouvel homme de rang inférieur dans l'organisation a manqué de respect à Reese lors d'une réunion en juin, Felix a réglé le problème en 45 secondes d'une manière que personne dans la famille n'a osé mentionner à nouveau, mais que personne n'a oublié non plus. Il n'était plus seulement le bras droit de Conrad, il était le bras droit de la famille Valletti, et Reese était une partie inséparable de cette famille. Paige a soumis sa candidature à l'école de l'Institut d'art de Chicago pour le design de mode au début du mois de juin. Quelque chose dont elle rêvait depuis 3 ans, mais qu'elle n'avait jamais osé dire à voix haute. Car après la mort de sa mère, personne dans la maison ne pensait à l'avenir. Tout le monde ne pensait qu'à survivre à la journée qui se présentait. C'est Reese qui a trouvé le carnet de croquis de mode que Paige avait caché sous le lit. C'est elle qui s'est assise et a tourné chaque page avec elle en disant « Tu as un vrai talent ». Et c'est elle qui a signé le chèque pour les premiers frais de scolarité de Paige en utilisant l'argent que Conrad avait transféré sur son compte personnel. De l'argent que Reese touchait à peine parce qu'elle s'était tellement habituée à vivre sans argent que même après en avoir, elle ne savait toujours pas comment le dépenser pour elle-même. Mais elle savait comment le dépenser pour Paige. Tommy était un miracle silencieux. Il parlait toujours peu, vivait toujours la plupart du temps dans la salle d'art du 3e étage, mais ses peintures ont changé. Dans les premiers mois après l'arrivée de Reese, le travail de Tommy était tout en couleurs sombres, gris, noir, marron, des images floues, la solitude, des personnages seuls dans des espaces vides. Maintenant, ses peintures avaient de la couleur. Du jaune-orange chaud des lumières de la cuisine, du rouge doux de la cheminée, du bleu pâle du ciel de Chicago vu à travers les fenêtres du sol au plafond. Et surtout, il avait commencé à peindre des gens, pas des personnages flous, mais de vraies personnes. Paige riant dans la cuisine, Felix assis avec une tasse de café, Nina et Noah se disputant sur le canapé. Et au centre de presque chaque tableau, Reese debout, assise, cuisinant, lisant, toujours là, toujours l'encre. Il a commencé à descendre manger à table 3 fois par semaine, puis 5, puis tous les jours, et il a commencé à parler. Pas beaucoup, mais assez. Et chaque phrase qu'il prononçait était une autre brique reconstruisant le mur qui avait été brisé la nuit où sa mère avait été abattue. Nina et Noah, des jumeaux de 16 ans qui 3 mois plus tôt avaient caché les chaussures de Reese et l'avaient traité de déchet de magasin à $1, s'asseyaient maintenant à côté d'elle sur le canapé chaque soir pour regarder des films. Ils se battaient pour savoir qui aurait la place la plus proche d'elle. Et Nina, la fille qui avait autrefois la langue la plus acérée, a commencé à l'appeler par son nom au lieu de lui parler sèchement, puis a commencé à l'appeler sœur. Et ce petit changement avait plus de poids que n'importe quel vote au Palmer House. Tout allait bien. Tout allait dans la bonne direction jusqu'en août. Cela a commencé avec l'odeur du café. Reese buvait de l'espresso tous les matins depuis ses 18 ans. C'était le seul carburant qu'il avait porté à travers les services doubles et les nuits blanches dans le South Side. Et elle aimait l'odeur du café comme elle aimait la seule chose qui ne l'avait jamais trahi. Mais un matin de début août, lorsque Margaret Byrne a préparé la première cafetière d'espresso et que l'odeur s'est répandue dans la cuisine, Reese était assise à table quand son estomac s'est tordu et elle a dû courir aux toilettes pour avoir des hauts le cœur. Elle a pensé que c'était de l'épuisement. Cette semaine-là, elle avait travaillé 14 heures par jour sur les dossiers de restructuration des investissements. Elle a bu de l'eau, a mangé légèrement et l'a ignoré. Mais ça ne l'a pas ignoré. Le 3e jour, elle est de nouveau tombée malade. Le 5e jour, elle s'est sentie étourdie en se levant trop vite. Le 7e jour, l'odeur de la viande rôtie, quelque chose qu'elle cuisinait chaque semaine, l'a forcée à sortir sur le balcon et à respirer pendant 10 minutes avant de pouvoir retourner dans la cuisine. Et une vieille peur a commencé à monter en elle, silencieusement, froidement. Le genre de peur que seule une personne qui a vu sa mère mourir de maladie peut comprendre. Elle a pensé à la nuit de l'attaque, à l'éclat de verre qui lui avait coupé le pied, à la blessure infectée qu'elle avait cachée pendant 3 semaines.
Elle a pensé au poison que les hommes de Zirkov auraient pu utiliser, à la possibilité qu'elle ait inhalé ou touché quelque chose cette nuit-là qui ne faisait que maintenant son effet. Elle a pensé à sa mère, qui avait aussi commencé par de la fatigue et des nausées avant que les médecins ne trouvent la tumeur. Reese l'a caché. Elle l'a caché comme elle cachait toujours tout, avec le silence et un sourire, parce qu'elle avait passé 27 ans à prendre soin d'elle-même, et son premier instinct, quand elle souffrait, était de ne le faire savoir à personne. Mais Conrad Valetti n'était pas un homme qui manquait les détails. Il a remarqué qu'elle n'avait pas bu de café ce matin-là. Il a remarqué qu'elle se tenait plus loin du grill que d'habitude. Il a remarqué que ses yeux se plissaient légèrement chaque fois qu'elle se levait, le plissement de quelqu'un qui lutte contre un vertige sans vouloir que personne ne le voie. Et il l'a remarqué parce qu'il l'avait regardée tous les jours depuis 5 mois, mémorisant le plus petit détail de son visage, jusqu'à ce qu'il sache quand son sourire était réel et quand son sourire était destiné à cacher quelque chose. Et aujourd'hui, elle cachait quelque chose. Un soir d'août, après que les enfants soient montés, Conrad se tenait dans l'embrasure de la porte de la cuisine, regardant Reese faire la vaisselle, et il lui a demandé directement parce qu'il ne tournait jamais autour du pot. « Qu'est-ce que tu me caches? » Reese a cessé de bouger, l'eau coulant toujours. « Rien. La dernière fois que tu as dit que ce n'était rien, tu t'es effondré sur le sol de la cuisine avec une septicémie. Je ne demanderai pas une troisième fois, Reese. » Silence, Oyman. Puis Reese a coupé l'eau, a posé l'assiette, s'est tourné pour lui faire face, et dans ses yeux, il y avait quelque chose que Conrad voyait rarement. La peur. J'ai la nausée tous les matins. Je ne supporte pas l'odeur du café. J'ai des vertiges. Je ne sais pas ce que c'est, mais ma mère a commencé comme ça aussi. Conrad s'est avancé, ses deux mains se refermant sur ses épaules, ses yeux froids et vifs d'une manière qu'elle savait n'être pas de la colère, mais de la peur. Le genre de peur qu'un chef de la mafia ne montrait à personne sauf à elle. Demain matin, 7 heures, Northwestern Memorial, Dr. Helen Ross, obstétrique et endocrinologie, le meilleur médecin de cette ville. Je ne veux pas de Stanton. Je ne veux pas du médecin de famille. Je veux le meilleur. Reese a ouvert la bouche pour demander ce que l'obstétrique avait à voir avec tout ça, mais elle n'a pas demandé parce qu'elle était trop fatiguée pour demander. Et parce que quand Conrad Valetti donnait un ordre de cette voix, même elle savait que ce n'était pas le moment de discuter. À 7h12 du matin, au 4e étage, dans le service d'obstétrique et d'endocrinologie de l'hôpital Northwestern Memorial sur East Huron Street à Chicago, le bureau du Dr. Helen Ross se trouvait au bout du couloir est. Il avait une porte en chêne pâle, des lumières médicales blanches et vives, et de grandes fenêtres donnant sur le lac Michigan. Reese était assise sur le bord de la table d'examen, les deux mains posées sur ses genoux, les doigts étroitement lacés, essayant de se concentrer sur l'eau gris-bleu à l'extérieur de la fenêtre, plutôt que sur le son de son propre cœur battant dans ses oreilles. Conrad était assis sur la chaise à sa droite, le dos droit, les deux mains agrippant les bras de la chaise, son visage sans expression, mais ses doigts étaient ainsi serrés sur le cuir que ses jointures étaient devenues blanches. Et Reese savait que sous ce calme impeccable, il avait peur. Elle le savait parce qu'au cours des 8 derniers mois, elle avait appris à lire cet homme, et elle savait que Conrad Valetti ne serrait jamais les mains à moins de se préparer à de mauvaises nouvelles. Le docteur Helen Ross est entré avec les résultats des tests à la main. 52 ans, des cheveux poivres et cils coupés courts, des yeux bruns vifs derrière des lunettes sans monture, portant la présence de quelqu'un qui avait pratiqué la médecine pendant 30 ans et n'était impressionné par personne assis dans son bureau, pas même un chef de la mafia. Elle s'est assise sur la chaise en face d'eux, a ouvert le dossier, l'a examiné une fois de plus, puis a levé les yeux pour les regarder avec une expression que Reese ne pouvait pas déchiffrer. Pas inquiète, mais pas ordinaire non plus. L'expression d'un médecin sur le point de dire quelque chose qu'elle savait changerait la vie des personnes en face d'elle. « Madame Valetti » a commencé le docteur Ross, sa voix calme et professionnelle. « Avant de discuter des résultats, je dois poser une question à Monsieur Valetti. » Elle s'est tournée vers Conrad. « Monsieur Valetti, qui vous a dit que vous étiez stérile de façon permanente? » Conrad a regardé le médecin, et la ligne de sa mâchoire s'est légèrement tendue le long de la cicatrice. « Le docteur Philip Stanton, le médecin privé de ma famille, il y a 3 ans, après avoir été empoisonné, les résultats des tests ont montré des dommages permanents. »
Le docteur Ross a hoché la tête lentement, a posé son stylo et a enlevé ses lunettes. Quand elle a repris la parole, sa voix s'est adoucie, mais chaque mot était choisi avec soin. Monsieur Valetti, j'ai examiné le dossier médical complet que vous avez fourni concernant l'empoisonnement il y a 3 ans. Ce poison, et je crois, elle s'éclaircit la gorge, que c'était une forme de produit chimique industriel lourd plutôt que de l'arsenic ordinaire, a causé de graves dommages à votre système reproducteur à l'époque. Le docteur Stanton n'avait pas tort quand il a fait ce diagnostic à ce moment-là, mais elle s'est arrêtée sur ce mot et l'a laissé flotter dans l'air, et Reese a cessé de respirer. Mais le corps humain a une capacité remarquable à se rétablir, surtout lorsque les conditions de soutien changent dans une direction positive. Une meilleure santé globale, une meilleure nutrition, un taux de cortisol plus bas, qui est l'hormone du stress, un environnement de vie plus stable, un sommeil plus régulier. Tous ces facteurs créent les conditions pour que le corps répare des dommages que la médecine croyait autrefois permanents. Le diagnostic d'il y a 3 ans était correct à ce moment-là, mais ce n'était pas une condamnation à vie. Conrad n'a pas bougé. Il est resté absolument immobile sur la chaise, les yeux fixés sur le médecin, et Reese a vu ses doigts s'enfoncer si fort dans la chaise que le cuir a commencé à se rider. Il se tenait en place. Il attendait la prochaine balle. Parce que depuis 3 ans, chaque fois que quelqu'un lui disait « mais », ce qui suivait était toujours une nouvelle pire. Le docteur Ross s'est retourné vers Reese, et pour la première fois, un petit sourire est apparu sur son visage professionnel. « Madame Valetti, vous êtes en parfaite santé. Votre fatigue et vos nausées ne sont pas causées par un empoisonnement, ni par des séquelles de la blessure infectée, ni par une quelconque maladie. Vous êtes enceinte d'environ 11 semaines. Le bureau a disparu. Le lac Michigan a disparu. Les lumières blanches, l'odeur d'antiseptique, le son de l'équipement médical, tout a disparu. Le monde s'est rétréci jusqu'à ce qu'il ne reste que ces 3 mots, résonnant dans l'espace entre Reese et Conrad comme des cloches dans une église vide. Enceinte. 11 semaines. Reese n'a pas bougé pendant 5 secondes. Puis ses mains se sont envolées vers son ventre, les 2 paumes s'aplatissant sur son bas-ventre, qu'elle réalisait maintenant avoir senti légèrement plus ferme que d'habitude depuis des semaines. Mais elle avait été trop occupée à avoir peur pour comprendre que ce n'était pas une maladie. C'était la vie. Mais, murmura Reese, sa voix tremblante alors que sa vision se brouillait, ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas. 3 ans, le médecin a dit permanent. Comment? Le docteur Ross sourit plus largement. Je fais ce travail depuis 30 ans, Madame Valetti. S'il y a une chose que j'ai apprise, c'est de ne jamais dire permanent au corps humain, surtout quand ce corps a une raison de se rétablir. Elle a jeté un coup d'œil à Conrad, qui était toujours figé sur la chaise, puis a regardé Reese. Je vais vous laisser un peu d'intimité. Elle s'est levée, a pris le dossier et est sortie du bureau, fermant doucement la porte derrière elle. La pièce est tombée dans le silence. Il n'y avait que le bip doux et régulier du tensiomètre automatique et le son de 2 personnes qui respirent. Reese a regardé Conrad. Il était toujours assis sur la chaise, regardant droit devant lui, et sur le visage de l'homme que tout Chicago appelait un monstre, l'homme qui contrôlait un empire d'1 milliard de dollars par le fer et le sang, l'homme que Reese avait vu endurer tout ce que le monde lui jetait sans broncher. Il y avait maintenant quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Il se brisait. Pas de douleur, mais de ne pas oser y croire. Conrad a glissé de la chaise. Il ne s'est pas levé puis agenouillé, mais a glissé comme si les os à l'intérieur de lui avaient soudainement disparu. Ses 2 genoux ont heurté le sol froid de l'hôpital et il s'est penché en avant et pressé son front contre le ventre de Reese. Ses grandes mains rugueuses et marquées de cicatrices se sont enroulées autour de sa taille, son visage enfoui contre le tissu de sa chemise, puis ses épaules ont commencé à trembler. Il n'y a eu aucun bruit de pleurs. Conrad Valetti ne savait pas pleurer à voix haute, car il avait oublié comment faire la nuit où sa mère était morte sur le sol du salon 4 ans plus tôt. Mais son corps pleurait pour lui. Ses épaules tremblaient en vagues lourdes et violentes, comme un barrage de béton se fissurant de l'intérieur. Et à travers ces fissures se sont déversées 3 années d'humiliation, 3 années à être traité d'impasse biologique, 3 années à entendre les loups murmurer que son trône avait une date d'expiration. 3 années à rester éveillé la nuit à regarder le plafond en se demandant ce qu'il resterait de lui quand tout ce qu'il avait construit mourrait avec lui.
Tout s'est déversé d'un coup sur le sol d'une salle d'examen du quatrième étage du Northwestern Memorial. Son front reposant contre le ventre de sa femme, où un petit cœur battait 160 fois par minute. Un cœur que le monde entier avait dit qu'il n'existerait jamais. Reese a posé ses deux mains sur sa tête. Ses doigts ont glissé dans ses cheveux et ont serré fort, et des larmes ont coulé sur ses joues, mais elle souriait, tremblante, en larmes, radieuse avec le genre de sourire qui appartient à quelqu'un qui vient de sortir de la plus longue obscurité de sa vie et a vu le soleil. Tu entends ça, Conrad? Murmura Reese, sa voix se brisant, mais chaque mot clair. Tu entends ça? Nous allons avoir un bébé. Sur le sol froid de cette salle d'examen, le chef de la mafia, le plus impitoyable de Chicago, tenait le ventre de sa femme et pleurait comme s'il réapprenait à être humain. Et la serveuse que le monde entier avait traitée de marchandise endommagée était assise là, lui caressant les cheveux, et savait qu'elle n'avait jamais été brisée, jamais ruinée, jamais une terre stérile. Car à l'intérieur d'elle, elle portait la chose que personne ne croyait pouvoir exister, et elle grandissait chaque jour, silencieuse, patiente, féroce, exactement comme sa mère. Au printemps de l'année suivante, lorsque les cerisiers le long des rives du lac Michigan ont fleuri en nappe blanche et que l'air de Chicago a porté la chaleur au lieu du froid pour la première fois en 6 mois, Reese Valeti a donné naissance à un petit garçon en bonne santé à l'hôpital Northwestern Memorial. Le même endroit où 6 mois plus tôt, elle s'était assise sur une table d'examen et avait entendu les 3 mots qui ont tout changé. Le bébé pesait 3,4 kg, pleurait fort, était en parfaite santé. Et lorsque le médecin l'a placé sur la poitrine de Reese pour la première fois, elle a baissé les yeux sur le petit visage rouge, toute ridée et indignée, et elle a pleuré. Pas de douleur, pas d'épuisement, mais parce qu'elle regardait la preuve vivante que tout ce que le monde avait jamais dit d'elle était faux. Ils l'ont appelé James, James Calloway Valeti. Son deuxième prénom venait du nom de famille original de Reese, du nom de son père, l'ouvrier sidérurgiste de Rockford Moore quand elle avait 11 ans dans un accident industriel. Sans assurance, sans compensation et sans que personne ne se souvienne de son nom, sauf sa petite fille. Maintenant, ce nom était écrit sur l'acte de naissance de l'enfant qui hériterait de l'Empire Valeti, et Reese pensait que quelque part, son père souriait. Conrad est resté à côté du lit d'hôpital pendant les 6 heures de travail, sa main serrée dans celle de Reese. Et quand le bébé a poussé son premier cri, le chef de la mafia le plus impitoyable de Chicago s'est penché, a embrassé le front de sa femme et n'a pas pu dire un mot parce que sa gorge s'était nouée. Et c'était la deuxième fois dans la vie de Reese qu'elle le voyait pleurer. Et elle a décidé que ce serait la dernière fois que quelqu'un ferait verser des larmes de douleur à cet homme. Désormais, s'il pleurait, ce ne serait que de bonheur. 2 semaines plus tard, la propriété de Lincoln Park était devenue un endroit tel que si un membre du conseil de famille y entrait, il n'en croirait pas ses yeux. Félix Valeti, 28 ans, le bras droit de la famille, l'homme dont les subordonnés tremblaient en le voyant, était assis sur le canapé du salon tenant le nouveau-né dans ses 2 mains, avec un soin si absurde que c'en était presque drôle. Les coudes à angle droit parfait, le dos droit comme s'il désamorçait une bombe, le visage plus tendu de concentration qu'il ne l'avait jamais été devant un ennemi. Et chaque fois que James faisait le plus petit mouvement, Félix regardait Reese avec une expression de panique impuissante, comme si le nourrisson de 3,4 kg était la menace la plus sérieuse qu'il ait jamais affrontée. Tommy était assis dans le coin de la pièce à côté de son chevalet, et sur la toile se trouvait un portrait de James endormi, la plus belle peinture que Tommy ait jamais créée. Non pas parce que la technique était impeccable, mais parce que pour la première fois en 4 ans, le travail de Tommy ne contenait aucune obscurité, aucun coin sombre, aucune silhouette solitaire, seulement de la lumière. La lumière chaude et dorée des lampes de la cuisine se reflétant sur le visage de l'enfant endormi. Et quand il a terminé, il a apporté la peinture et l'a posée devant Reese et a dit d'une voix claire et pleine: pour toi, la première peinture que j'ai jamais faite que j'aime vraiment. Nina et Noah se sont battus pour savoir qui tiendrait James jusqu'à ce que Margaret Byrne doive faire un planning comme un hôpital fait des rotations de service. Nina avait 30 minutes, puis Noah avait 30 minutes. Et les jumeaux de 16 ans, qui avaient autrefois caché les chaussures de Reese et l'avaient traité de déchet de magasin à $1, l'appelaient maintenant Sir Reese
et appelait un James notre bébé avec la possessivité innocente et absolue que seuls les enfants peuvent gérer. Paige a apporté à James sa première tenue, cousue à la main, point par point, en coton blanc doux avec une bordure bleu pâle. La première création d'une étudiante de première année en design de mode à l'école de l'Institut d'art de Chicago. Et quand Reese a habillé James avec, Paige a pleuré. Pas de tristesse, mais parce que la dernière fois qu'elle avait vu un bébé porter une tenue cousue à la main dans cette maison, c'était quand sa mère était encore en vie. Et maintenant, ce cercle s'était refermé. Ce soir-là, alors que la maison se calmait progressivement, Reese était assise dans le fauteuil en cuir cognac que Conrad avait commandé juste pour elle à côté de la cheminée du salon. James dormait sur sa poitrine, ses petites respirations régulières et chaudes à travers le tissu de son chemisier. Le feu dans l'âtre crépitait doucement, et Conrad se tenait près de la fenêtre, le dos appuyé contre le cadre en chêne, regardant dans la pièce. Il ne regardait pas dehors. Il regardait à l'intérieur. Il a regardé Reese et James dans le fauteuil, a regardé la peinture de Tommy accrochée au mur, a regardé la tenue cousue à la main de Paige drapée sur le dossier d'une chaise. Il a regardé le café froid de Félix sur la table à côté du pistolet qu'il avait oublié là, parce que pour la première fois de sa vie, il avait oublié qu'il en portait un. Il a regardé les baskets de Nina et Noah jetées en tas près de la porte parce que les deux s'étaient précipités trop vite pour se disputer pour tenir le bébé et avaient oublié d'enlever leurs chaussures. Il a regardé tout ça, toutes ces petites choses désordonnées, imparfaites, bruyantes, vivantes. Et il a réalisé que c'était ça, exactement ça, la chose qu'il avait cru 3 ans plus tôt qu'il n'aurait jamais. Pas un empire, pas un territoire, pas de l'argent, mais une maison avec des chaussures jetées près de la porte et l'odeur de lait de bébé mélangée à de la peinture à l'huile et du café froid. Une famille. Elle n'était pas une marchandise endommagée. Elle ne l'avait jamais été. Elle était Reese Valeti, mère du jeune James et cœur des 6 Valeti, la reine silencieuse de l'Empire Valeti. La femme qui était entrée dans cette maison avec des chaussures usées et un cœur vide et l'avait transformée en foyer. Pas avec de l'argent, pas avec du pouvoir, mais avec la seule chose que personne ne pouvait acheter ou voler. Un cœur qui refusait de tomber. Et au fond du bureau du premier étage de la propriété, à l'intérieur du coffre-fort en acier de 300 kg dont seul Conrad connaissait la combinaison, à côté de 3 pistolets, de 2 faux passeports et de 750 000 $ en espèces d'urgence, il y avait un petit bout de papier jauni plié. C'était le reçu de service de Serafina de cette nuit d'octobre de l'année précédente. La première nuit où Conrad Valeti avait franchi ses portes et vu une serveuse se tenir droite au milieu des loups sans s'effondrer. Au dos du reçu, écrit de l'écriture ferme de Conrad qui penchait légèrement vers la droite, il y avait une seule ligne. Elle n'est pas tombée, je l'ai trouvée. L'histoire de Reese et Conrad n'était pas un conte de fées. Elle n'avait ni magie, ni prince sur un cheval blanc, ni château dans les nuages. Elle avait des dettes, des balles, du sang, des nuits de fièvre brûlante, des coupes-papiers et des sols d'hôpital froid. Mais elle avait une chose que tous les contes de fées n'ont pas, la vérité. La vérité que la valeur d'une personne ne réside pas dans un solde bancaire, ne réside pas dans ses origines, ne réside pas dans ce que les autres disent de vous dans des pièces où vous n'êtes pas présent. La valeur réside dans la façon dont vous vous relevez quand tout s'effondre, dans la façon dont vous traitez les gens plus faibles que vous, dans la façon dont vous aimez quand le monde dit que vous ne méritez pas d'être aimé. Reese est entré dans cette maison avec des chaussures à 12 $ et en est sorti avec un empire. Mais la chose la plus précieuse qu'elle a emportée avec elle n'était ni l'argent ni le pouvoir. C'était la preuve que lorsque vous refusez de tomber, la vie finit par n'avoir d'autre choix que de s'incliner devant vous. Si cette histoire a touché votre cœur, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime, partagez cette vidéo avec les personnes que vous aimez et abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos histoires émouvantes chaque jour. Nous aimerions vraiment savoir ce que vous ressentez au plus profond de votre cœur, ce que vous avez pensé de cette histoire, ce qu'elle a remué en vous à propos de votre propre vie, des moments où vous avez été abattu et avez dû vous relever seul. S'il vous plaît, laissez un commentaire ci-dessous. Nous lisons chaque ligne et chérissons chaque mot que vous partagez. Nous souhaitons à tous ceux qui regardent cette vidéo une bonne santé, une vie joyeuse, la paix et des jours remplis de petits bonheurs significatifs. Merci d'être ici avec nous. Au revoir et à la prochaine vidéo.